Je te considère comme quelqu'un d'intelligent. Comment ça se fait que Oussama a pas pris ce truc de perte de poids et de maximiser sa longévité en main? Donc moi l'histoire c'est qu'en fait une année j'ai pris 140 kilos en un an. Merde. Ouais. C'est un mec au fond il t'aime bien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'au fond il m'aime bien. Il n'a pas eu le courage de vraiment faire ça bien. Et évidemment que maintenant il est dans mon Death Note. De toute façon les journalistes c'est soit des putes soit des chômeurs. Quand quelque chose sort dans la presse, qui est confidentiel, la question à se poser, c'est qui a intérêt que ça sorte, c'est tout. Pas comme si un jour j'avais rencontré un journaliste que j'admire. Ils comprennent rien à rien, ils écrivent tout ça à la va-vite. Ils sont humainement détestables. Tous les gens qui se projettent sur l'éducation, ça me fait rire. Ouais, moi, mon enfant, je vais lui faire ci à tel âge, il va apprendre à coder, il va... frère, je te regarde. Même si ton père est méga successful, de toute façon, il ne sait pas de quoi il parle. Il a oublié comment c'est démarré. Il s'est inventé une mythologie sur son succès qui 99% du temps est fausse, et donc il va juste transmettre des conneries en fait. C'était au sud Liban, par un descendant du prophète qui vient à la maison, qui est une figure religieuse locale, un mufti. Le mec il s'assoit et commence à parler à ma mère, et puis je sais pas, il dit une connerie. Je lui dis non mais vous savez là, factuellement c'est faux. Et j'ai senti dans la pièce une crispation. Vaut mieux une majorité de gens déprimés et libres ou une minorité de gens déprimés mais tous esclaves. Moi je préfère une majorité déprimée et libre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Votre host de podcast préféré sur le podcast numéro 1 dans le monde entier, ils disent tout ça. C'est tout le temps le podcast numéro 1 dans le monde entier. T'as vu ça? Il y avait une bataille. All In Podcast, il débarque comme ça. Le podcast de Logan Paul, Impulsive, là, il débarque comme ça. Le podcast numéro 1 dans le monde. Est-ce que sans permission, le podcast numéro 1 dans le monde? Évidemment. J'allais dire, mais c'est pas le podcast, c'est sans permission. Et pourquoi justement il faut toujours être dans le superlatif et dire qu'on est le numéro 1 même quand on sait que c'est pas le cas? Parce qu'on parle de la niche ou juste pour vendre sa cam? Je sais pas, je pense qu'ils le pensent vraiment qu'ils sont numéro 1 en fait, tout simplement. Je pense que c'est aussi bête que ça. Et je pense qu'en fait, quand tu es sur le côté et que tu observes ces gens-là, la critique est facile. Mm-hmm. Mais en fait, ces gens-là, ils sont dans l'action, donc l'action crée une forme d'illusion en fait. Complètement. C'est intéressant ça Donc ouais, ils doivent... Tu vois, par exemple, moi je le vois avec notre podcast. Sans permission est-il le podcast numéro 1 en business en France? En fait, quand tu regardes les charts de trucs, ça dépend quelle catégorie tu prends, quelle charte tu prends. Mais il y a plein de catégories dans lesquelles on est numéro 1, et puis des fois on est numéro 2 derrière Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, Génération de It et aussi dans la course et tout, mais en fait, c'est très très dur de déterminer qui est vraiment numéro 1. Sur YouTube, je pense que vous êtes numéro 1 parce que sur YouTube, ça fait beaucoup trop de vues. Ouais, exactement. Bah, 100 000, 200 000 par épisode parfois, des pics forts. Attends, ouais. Mais on a énormément de vues sur Spotify. Aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme... Il y a un mec qui s'était rendu compte que quand tu sors l'épisode, t'es temporairement numéro 1. Ouais. C'était un pic de vues. Un pic énorme. Et donc, il refresh Apple Podcast Pour avoir le badge. Magnifique. Il n'y a pas de petite technique. Il n'y a pas de petite technique marketing pour grandir. Bon, on a la chance, vous l'avez compris aujourd'hui, de recevoir Oussama Hamma, entrepreneur, investisseur, a été très connu Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. C'est loin, quand même. On est loin. Ah, on est loin. Justement, tu as joué le jeu, t'es venu vivre ce mastermind à Punta Cana avec nous. Est-ce que ce voyage dans les Caraïbes, mis à part Non, parce qu'on n'a pas besoin de parler de ça. l'estomac et la bouffe, pour l'instant, ça se passe comment? Bah, de toute façon, on n'est pas sorti de l'hôtel encore. Donc, je sais pas, c'est pas une visite... Mais ça, c'est marrant parce que c'est des resorts américains que je connais bien. Quand même très particuliers, hein, les resorts américains. T'as vraiment... c'est vraiment fait pour que tu sois dans une bulle, que tu... Exactement. Tu passes 5 jours, tu rentres chez toi, t'as rien vu. T'es pas sorti de l'hôtel. C'est vraiment le but. Hein. C'est vraiment leur business model. Tu rentres et il y a tout un funnel d'achat pour que t'en sortes jamais. De la boutique au casino, à la boîte de nuit, au truc, au machin. Il y en a pour tout le monde. T'étais déjà venu dans les Caraïbes, toi? T'avais peut-être fait les îles, Guadeloupe, les Bahamas. Bahamas, t'avais déjà fait? Ouais, mais il y a longtemps. Et c'est tout. Bon, c'est un plaisir en tout cas de C'est t'accueillir. une zone du monde où je viens pas. Non. Ben, il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, Guadeloupe, Martinique, et donc mécaniquement, oui, ils sont dans les Caraïbes, mais sinon il n'y a pas trop, c'est pas très connu, quoi. Mis à part pour les gens à un moment donné qui ont exploité, qui avaient beaucoup d'argent, qui allaient aux Bahamas, etc.
les îles Vierges et tout. Et puis les Bahamas, quand tu es côte est des États-Unis, C'est facile. ta destination vacances, c'est à 2 heures de vol, 3 heures de vol. Mais sinon, non, les gens, ils sont allés à Miami, qui est à 2 heures de Punta Cana ici, tu vois. Ou les gens sont allés au Mexique, un peu plus au sud. Mais effectivement, pas beaucoup de monde ici. Et pourtant, c'est quand même des endroits qui sont magnifiques. Toi, tu vis ici. Moi, je vis ici. La vie insulaire est quand même très particulière. Clairement, je suis venu ici, vivre ici, parce que ma femme est dominicaine. Si ma femme n'était pas dominicaine, je pense que je vais rester vivre en Asie, parce que j'adore l'Asie et parce que le lifestyle, finalement, est assez similaire, tu vois, ici. La seule différence, c'est que là-bas, les gens sont beaucoup plus réservés, un peu plus intériorisés. Ici, les gens sont pleins d'émotions, ils te font des câlins quand tu les connais pas, ce qui est sympa aussi. Mais je pense que la qualité de vie, elle doit être meilleure quand même en Asie. Meilleure en Thaïlande, sans débat. Par contre, la vie sur une île, c'est quand même très particulier. T'as pas accès à Amazon, t'as pas accès à plein de trucs que t'as l'habitude d'acheter, de consommer. Les gens sont beaucoup plus cool. Donc, pour faire un peu descendre ton niveau de stress, ça peut être sympa. Mais pour bâtir des business qui font des milliards, un peu moins, quoi. Mécaniquement. Et c'est pas l'objectif, quoi. Tu viens pas ici si t'as envie de bâtir des trucs. Mais, la vie est sympa. C'est cool. J'ai un enfant métis maintenant, franco-dominicain. Et j'espère quand même qu'on aura l'occasion de déménager, pas faire l'intégralité de notre vie ici pour qu'il puisse voir d'autres choses. Mais c'est une phase de vie intéressante, quoi. Après, j'essaye, tu vois, de pas m'attacher trop. Là, on a acheté la résidence principale, on a fait la maison pour la famille, etc. Mais j'essaie de pas trop m'y attacher et de me dire que demain, on peut la mettre à l'occasion et partir et vivre d'autres aventures, tu vois. C'est vraiment l'idée de s'autoriser à vivre des aventures. Et d'ailleurs, alors je voulais rebondir sur le podcast, mais faisons une parenthèse en termes d'aventure, de tranche de vie. Dubaï, c'est toujours la hype. Tu kiffes toujours autant. Ouais, tu recommandes toujours autant. Enfin, je sais pas si je recommande. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être du prosélytisme de ma part, mais... mais pas tant que ça. Mais en fait, je m'en fous, moi, que les gens viennent pas. Au contraire, même, s'ils viennent pas, les prix de l'immobilier vont pas monter. Donc, au fond, C'est mieux. c'est mieux. Je sais pas de truc, mais je dois reconnaître, de toutes mes expériences de vie, c'est la plus marquante. Ouais. Tu m'as dit, Tous les endroits où j'ai vécu... si tu avais pas l'option Dubaï, ce serait la merde, quoi. Bah, pour la première fois de ma vie, ouais, je suis stressé à l'idée de perdre cette option. C'est intéressant, hein. Ouais. Parce que d'habitude, justement, t'as été Alors très que- nomade et t'as bougé beaucoup. Ouais, avant, rien à foutre. Après, je me disais toujours, s'il y a un problème, on va ailleurs. Il y a plein d'endroits sympas dans le monde où aller. Et là, en fait, maintenant que je suis à Dubaï, je me sens inadapté à vivre où que ce soit dans le monde. Ouais. Pour les gens qui ont jamais eu l'occasion de découvrir, pourquoi, selon toi, en 2-3 points, les différences majeures du fonctionnement de Dubaï et pourquoi est-ce que toi t'aimes bien y vivre face à la majorité des autres pays du monde? Pour moi, le grand mystère de Dubaï, c'est pourquoi les gens sont heureux. Mhm. Et c'est la première fois où je vois l'intersection sécurité, discipline, bonheur. Parce que d'habitude, tu as le choix entre les pays heureux et bordéliques, Mhm. les pays très réservés, chiants, mais incroyablement civilisés et agréables à vivre. Ouais. Alors Japon, Thaïlande, Mhm. je sais pas, Singapour. Et à l'inverse, ici, la République dominicaine a été un pays avec le taux de bonheur par habitant le plus élevé, et très bordélique. Il est bordélique, ça. Et Dubaï, c'est cette intersection unique au monde entre discipline et bonheur. Ouais. Et je sais pas comment ils ont fait ça. C'est un sujet. Vraiment, c'est ma nouvelle lubie. C'est de tout lire sur l'histoire de Dubaï, sur les fondateurs des Émirats, sur les différences entre les Émirats. Et de comprendre ce qui a fait le très gagnant, complexe, quoi. ouais, la dynamique très complexe entre Dubaï et les autres Émirats. En fait, c'est vraiment passionnant et fascinant comme histoire, mais mystérieuse. Vraiment mystérieux. C'est un peu comme quand une startup réussit vraiment très bien. Ouais. Il y a toujours une part de mystère. Tu peux dire, ouais, ils ont eu un bon marketing, machin. Ouais, ok, mais tous les gens qui ont un bon marketing n'ont pas ça. Et Donc, Dubaï, c'est un peu ça. vas-y. C'est-à-dire que tu peux regarder indépendamment tous les critères un par un, mais tous les pays qui ont ces critères n'ont pas eu Oui, c'est le niveau de succès. cette magie-là. Ouais. Et c'est d'ailleurs hyper compliqué ça à partager, voire à accepter pour la majorité des entrepreneurs. Tu disais, toi, l'entrepreneuriat que tu connais, que tu vis au quotidien, c'est 90% des boîtes se pètent la gueule. Les mecs qui viennent face à toi, la majorité du temps, ont un peu de succès, ont une activité qui fonctionne et cherchent à décoder un peu le truc. Et on n'a pas du tout le même prisme. Et comment est-ce qu'on fait pour rester optimiste dans un monde où on voit l'échec et la mort en permanence? Bah, justement, c'est ça qui, je trouve, rend optimiste, c'est que
Rien n'est grave, en fait. Tu vois, 90%, 95% des entrepreneurs que j'ai accompagnés dans ma vie ont raté leur boîte. Je suis vraiment un très mauvais accompagnateur. Et il n'y a personne qui est mort. Hein. Il n'y a personne qui a arrêté de vivre. Il n'y a personne, ça a été la fin du monde. Les gens ont toujours plus peur de l'anticipation que de la réalité. Tu sais, c'est comme quand tu rates un examen. La période où tu attends ta note est bien plus terrible qu'une fois que tu as eu la note. Oui, complètement. Une fois que tu as eu la note, bon bah ok, ça y est. C'est une information. C'est une information. Et l'attente, elle est interminable. Et c'est vrai que pour un entrepreneur qui démarre, se dire je vais rater, c'est la fin de la vie. Déjà les gens, des fois les gens me font des messages d'une émotion invraisemblable, genre ça fait 1 an que je travaille là-dessus et puis ça marche pas. Je connais des gens, ils ont travaillé 15 ans et ça s'est écroulé. Donc si tu veux, laisse-moi rire. En fait, t'as perdu 1 an, qu'est-ce que je te dis? Mais évidemment, de leur point de vue, leur émotion est réelle. Et puis c'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Je pense que si tu coupes un doigt, tu le vis aussi catastrophiquement que si tu te fais couper un bras, quoi. Mais c'est vrai que le mec qui se fait couper le doigt, il dit au mec, bon, ça va, quoi. T'as encore beaucoup de choses, quoi. T'as encore plein de choses à faire. C'est intéressant. Et c'est compliqué de réussir à transmettre cette énergie et cette perspective pour que les gens puissent... Faut même pas essayer. Faut pas essayer. Faut plus. Ça sert à rien. Il faut juste laisser les gens vivre leur truc. Moi, mon rôle, c'est d'être un point d'ancrage rétrospectif, souvent. Moi, j'ai compris, en fait, que je donne pas des conseils aux gens pour qu'ils les appliquent et les comprennent. Je donne des conseils aux gens pour qu'il y ait une espèce d'encre qui vienne dans leur cerveau. Et dans un an, 2 ans. Et à un moment donné, un mois, 1 an, 2 ans, il leur arrive un truc qui les ramène à cette encre. Et là, ils disent « Oh putain, ce mec, il m'avait dit ça, il avait raison, qu'est-ce que je peux apprendre de cette info ?» Et en fait, c'est ce décalage-là qui te fait grandir. Ouais. Mais si jamais tu dis à un mec, c'est comme les enfants, si tu dis « Fais pas ci », qu'est-ce qu'il en sait, l'enfant? Je veux dire, moi, il y a une histoire que ma mère raconte qui me fait mourir de rire. Les enfants sont très attirés par la chaleur. Elle dit, moi, mon premier enfant, j'ai tout fait pour pas qu'il mette sa main sur une théière. Le dernier, rien à foutre. Il a mis, et donc, l'aîné de la famille, il a mis 3 ans avant de mettre sa main pour la fois. Moi, apparemment, j'ai mis la main pour la faire faux au bout de 4 mois parce que elle était en mode, de toute façon, c'est inévitable. Il va la mettre. À un moment, il va se brûler. Autant que ce soit en environnement contrôlé, autant que ce soit pas trop chaud, et autant que c'est pas la peine de se prendre la tête à essayer de surprotéger parce qu'en fait, ça marche pas. Il faut qu'il apprenne que quand c'est chaud, ça fait mal. Et finalement, est-ce que plus tôt c'est, mieux c'est, et ça nous permet ensuite d'avancer, d'oser, de faire plus de choses? Tu parles beaucoup d'après les résultats, ouais, c'est mieux. Ben ouais. Dans les faits. Ouais, Et tu parles d'ailleurs beaucoup de ta maman, de tout ce que tu as reçu, de tout ce qui t'a été inculqué en termes de vision de la vie et de philosophie. Tu as une philosophie de vie qui est quand même à la marge par rapport à beaucoup de gens. Est-ce que tu penses que c'est justement ça qui t'a permis à un moment donné d'avoir un peu de succès quand tu as monté des boîtes? Je sais pas. De toute façon, pour le coup, pour ma mère aussi, je suis à la marge. C'est pas... c'est-à-dire que même elle se rend pas compte qu'elle est à la marge et moi, je suis à la marge de sa marge. Sa marge à elle. Ouais. Donc la dérivée a été infinie. Je sais pas. Après, de toute façon, la vérité, c'est que je suis pas si successful que ça non plus. C'est toujours... ton point de comparaison, en fait. Si tu prends le top 0,1% des entrepreneurs dans le monde, je suis à des années-lumière d'être dedans. Si tu compares par rapport à la vie d'un Français moyen, je suis à des années-lumière au-dessus. Mais le problème, c'est que je trouve que la vie d'un Français moyen, c'est le pire référentiel. C'est le pire référentiel. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un pays, tu vois, de gens privilégiés. D'ailleurs, si tu regardes si maintenant on regarde par rapport à la vie d'un Libanais moyen, je suis peut-être dans le top 3%, 2%. Mais tu es moins des années-lumière. Moins des années-lumière. Ouais, c'est intéressant. Parce que c'est un pays où des gens qui ont vécu la guerre, c'est la norme. Des gens qui sont allés dans un pays inconnu, c'est la norme. Des gens qui ont repris de zéro et qui ont fait de l'argent, c'est la norme. Des gens qui sont commerçants, c'est la norme. Et donc, en fait, c'est vrai que moi... étant dans cette espèce d'environnement français, c'est l'environnement où je suis connu, j'ai l'air d'être un ovni, bon ok, mais je me souviendrai toute ma vie de cette sensation que j'ai eue
Si je suis arrivé à San Francisco, quand je suis arrivé pour la première fois à San Francisco, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Et c'est vrai que moi, de l'âge de 16 à 21 ans, j'avais mon petit effet quand je racontais mon histoire. Je savais que c'était un peu particulier. Ouais. Et je me souviendrai toute ma vie, je suis avec un mec comme ça, je raconte mon histoire à San Francisco. Et j'attends mon effet habituel. Et il te dit, OK, what else? Mais c'est pire que ça. Et le mec, il dit, ouais, c'est cool, ouais. Il dit, tu sais, moi, c'est marrant que tu racontes ça parce que à ton âge, j'avais vendu un brevet à Microsoft à 50 millions de dollars et bon, c'est vrai que ça change pas grand-chose à la vie, en fait. Et j'étais, attends, il se fout de ma gueule, lui. Sur qui je suis tombé. Et en fait, à San Francisco, il y a une forme de norme comme ça. Alors évidemment, tout le monde n'est pas entrepreneur, mais la concentration d'entrepreneurs, là, il y a un son de génie, ouais. Et donc, d'un seul coup, tu te sens beaucoup, beaucoup moins original et ça fait beaucoup de bien. De la même façon qu'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup vivre à Dubaï, c'est que je me suis jamais senti aussi pauvre. Bah ouais. Tu vois, à Paris, c'est facile de se sentir riche. Et justement, j'ai partagé avec ça il y a pas longtemps, et ma femme qui me disait, est-ce que c'est le bon état d'esprit à avoir? Parce que du coup, je viens de déménager à Punta Cana, machin, etc. Et donc, je suis le plus pauvre de ma rue. Moi, j'adore ça. J'adore que les gens sont riches à Punta Cana. À Punta Cana, là, au Punta Cana Village, c'est un peu le top 1% de Punta Cana, tu vois. Et donc, tu vas avoir effectivement des maisons qui démarrent à $1 million. Tu vas avoir des maisons jusqu'à 12, 13, 14, 15, 16, 18. Ah ouais, on imagine dans le parc, ouais. Ouais, si c'est des trucs très jolis dans le golfe, c'est des locaux ou c'est des... Non, t'as quelques Dominicains, bien évidemment, et des familles historiques, tu sais, qui ont profité de la descendance des colons, etc., des grosses industries ici. Et puis après, t'as beaucoup Américains, Amérique latine de façon globale, Canadiens, qui ont investi, qui ont posé une espèce de résidence secondaire ici. T'as beaucoup de maisons qui sont à moitié vides, qui vivent qu'avec le personnel. Mais t'as aussi une partie des gens qui vivent ici sur place. Et donc, je suis le plus pauvre de ma rue. Et moi, j'adore en fait cette sensation. Et ça aurait été une des raisons pour lesquelles je serais allé à Dubaï aussi, c'est de se dire, à un moment donné, quand tu te fais trop mousser. Moi, quand je rentre chez moi de chez les mines, je suis de Rosta. Génial, mais Rosta par rapport à quoi et par rapport à qui? Alors, il y a des gens pour qui c'est cool, si tu veux, de recevoir un peu de fleurs et de reconnaissance et de machin, ça me bouffe un peu ton ego. Ok, mais et ensuite? Parce que si je m'arrête là, je grandis plus. Okay. Et me retrouver dans ce genre d'écosystème, on repart un peu à zéro, on recrée des choses nouvelles, on a des perspectives différentes et ça te permet d'aller au niveau suivant. Tu vois. Ouais. Moi, ça booste. Et ma femme, qui est très à l'inverse de ça, qui est beaucoup moins dans la performance, ma femme, elle représente vraiment pour moi l'équilibre, tu vois. Donc, elle représente cette douceur, ce sois heureux tout de suite, ne delay pas ton bonheur et ton amour, etc. Très beau comme valeur et comme vision. Un peu compliqué à exploiter au quotidien, tu vois. Et elle me dit, mais non, tu devrais pas avoir ce mindset-là, tu devrais être heureux maintenant et riche maintenant, et t'as besoin de rien d'autre. Mais moi, en tout cas, ça me booste et ça me motive. Est-ce que justement tu recommanderais à tout le monde un peu de se sortir un peu de sa bulle et d'aller se confronter à des géants? Je pense qu'il faut rien recommander à personne. Récemment, il y a un gamin qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il hésitait à arrêter ses études. Je dis, je les arrête pas. Et je comprends, mais toi tu les as arrêtés. Je dis, ouais, moi j'ai rien demandé à personne. Ouais, si t'es pas sûr et que t'as besoin de demander à quelqu'un. Prends le choix le plus sûr, hein. Je veux dire, les gens qui partent à l'aventure, ils demandent à personne. C'est pour ça que d'ailleurs, dans tous les livres pour enfants, je sais pas si t'as remarqué, mais tous les livres d'aventure pour enfants, Harry Potter, machin, c'est toujours des orphelins. Ouais, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'autorité. Bah ouais, parce que s'il y a des parents, comment on fait? Tu imagines si Harry Potter avait négocié avec sa mère à chaque fois qu'il part en vérité contre Voldemort. Ouais. Jamais sa mère va le laisser faire. Il faudrait être inconscient comme mère. D'ailleurs, la mère de Ron Weasley, on se demande ce qu'elle fout en fait. C'est bien parce qu'elle a plein d'enfants. Le seul parent présent, c'est un parent débordé. Ouais, il y a 5 ou 6 gosses. Ouais. C'est drôle quand même comme ça. C'est intéressant comme perspective. Bon. Donc non, il ne faut jamais rien recommander à personne. Les gens vivent la vie qu'ils peuvent. Et puis, par contre, à l'inverse, les gens qui veulent, les gens qui font, il n'y a rien de plus gratifiant que leur donner des coups de pouce invisibles. Ah ouais, donner de la force, de donner de l'amour. T'en avais parlé d'ailleurs à un moment donné sur les réseaux de dire que tu comprenais pas tous les mecs qui passaient devant le poste d'être leur pote et qui mettaient pas un like, qui commentaient pas, qui partageaient pas. C'est très français, c'est international. T'as vu ça aussi à l'étranger, ça?
Parce qu'effectivement, moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. On va faire les pays que je connais. Donc je vais. Au Liban, ça supporte beaucoup. Alors au Liban, je pourrais te dire, moi j'ai des cousins qui comprennent rien, mais vraiment, mais rien à ce que je fais. Mais ils partagent tout. Partagent tout. Ouais, ouais. Ouais. Il y en a un la dernière fois, il me dit, mais je comprends rien, t'es comptable. Tu vois. C'est vrai, ils ont des catégories en tête, ils comprennent pas, tu vois. Donc, ils comprennent pas. Donc quand ils ont vu les gloops arriver, alors, c'est tombé. C'est Vili. C'était fini. Mais je vois de ça en mention. Ça me fait trop rire. C'est génial. Ouais. Brésil, c'est le pays avec le plus de likes par habitant. C'est un truc de malade. D'ailleurs, pour te dire la différence, donc les gens ne savent peut-être pas, mais moi j'ai grandi la moitié du temps au Brésil. Donc de l'âge de 12 à 19 ans, j'ai passé tous les étés au Brésil pratiquement. J'ai, je sais pas, allez, trentaine de potes brésiliens de mon enfance, des gens que je vois pas. Ça fait la dernière fois que j'étais au Brésil, c'est en 2013. Donc t'imagines, ça fait 10 ans que j'ai pas été dans ce pays. Je poste des gloops sur mon LinkedIn. On a 14 000 followers. Sur les 14 000 followers, on a 6 000 followers brésiliens. C'est énorme. Donc, j'ai plus de Brésiliens qui ne me connaissent pas, qui ne me follow pas, qui ont follow les gloops parce que leurs potes l'ont dit. Et donc, il y a eu un 2, 4, 8, 16, un vrai, en partant d'un groupe de 30 personnes, que mes followers français. Et sur mes followers français, j'ai même pas 2 ou 3% de mes followers qui suivent la page des gloops. Ça en dit long. Et ce qui me ferait trop marrer, c'est que cette vidéo, tu sais, où j'ai dit quand on est petit, ma mère m'a dit il faut soutenir le business des amis. Et c'est une vidéo qui a été énormément reprise par des gens et qui a été, c'est ma vidéo la plus vue ever. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant. Elle a été reprise. Elle a fait plusieurs fois plusieurs centaines de millions de vues sur TikTok, sur plusieurs comptes, tu vois. Et elle a été partagée mais des milliers de fois cette vidéo. J'aimerais trop faire un script qui contacte tous les gens qui ont partagé cette vidéo. Et leur demander s'ils ont aimé les gloops. En mode, franchement, c'est une honte, vous faites pas ça et tout. Et juste leur dire, alors les gars, il est où votre like? Il est où votre follow? Et pourquoi, du coup, c'est genre je prêche la bonne parole, mais je l'applique pas? C'est un peu Mais quoi le parce concept? que c'est l'esprit critique. C'est en France, notre identité passe par l'idée qu'être intelligent, c'est critiquer ce qu'on dit. C'est comme ça. C'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, c'est comme tout. Le poison est dans la dose. Un peu d'esprit critique, c'est extrêmement bénéfique dans la vie. Tu peux pas passer ta vie à tout gober, tout ce qu'on te dit tout le temps. Mais cette incapacité qu'on a en France, à savoir quand est-ce que c'est utile d'activer l'esprit critique, mais quand est-ce que c'est complètement inutile de le faire. Et tu vois, par exemple, il y a des gens, tu leur dis ça, ils disent « Oui, non mais d'accord, mais moi ça m'intéresse pas les gloops. » Oui, mais c'est d'autant plus pour ça qu'il faut que tu likes en fait. C'est parce qu'en fait, que tu le veuilles ou non, une société de confiance et une société de support, c'est une société dans laquelle la moyenne des gens réussit mieux parce que le niveau d'entraide est plus élevé. Et ça, moi j'ai adoré l'histoire de la PayPal Mafia. En fait, tu connais un peu, donc Peter Thiel, il a créé PayPal. Et grosso modo, la PayPal Mafia, c'est invraisemblable puisque les 40 employés les plus stratégiques de PayPal ont créé des boîtes. Ils l'ont sont tous aidés à grandir, à développer. Ouais, alors au-delà de ça, le fait qu'ils se soient aidés, ils l'ont fait même lorsqu'ils n'y croyaient pas. Et par exemple, il y a cette histoire que j'adore où Elon Musk a pitché SpaceX à la PayPal Mafia, parce que c'était un ancien de la PayPal Mafia. Et apparemment, ce jour-là, il y avait une trentaine de personnes dans la salle. Et sur les 30, il y en a 29 qui ont investi. Alors tu te dis, ouais, putain, il est super bon en pitch et tout. Et quand tu rencontres ces gens dans la vraie vie, Les aider qu'ils y croyaient pas. ouais, ils disent, c'est n'importe quoi. Le mec, il vient avec ses fusées et tout. Et jamais on y a cru. Mais, et d'ailleurs, le seul mec qui n'a pas investi dans ce groupe-là, quand tu écoutes son interview, pour lui, c'est le plus grand regret de sa vie. Pas parce que ça a marché, mais parce qu'il s'est senti un peu trahir le groupe. Complètement. Et après, il a dit, bon, j'avais pas d'argent, je sais pas quoi. Excuse, toi. Il faut réussir à bâtir ces tribus, il faut réussir à bâtir ces clans. Moi, je crois pas à la vie en société. Je peux te dire que pour avoir été, je pense, l'une des personnes dans la francophonie à avoir le plus essayé de bâtir des tribus, j'ai tout essayé, moi.
J'ai essayé au lycée de faire ça. J'ai essayé en prépa de faire ça. J'ai essayé à l'université de faire ça. J'ai essayé à The Family de faire ça. Après The Family, j'ai essayé à Dubaï de faire ça. J'ai essayé en mastermind de faire ça. Et c'est un échec cuisant, total, sur toute ma vie. Je n'ai jamais réussi à amener un groupe de francophones à être solidaires sans réfléchir. C'est impossible. J'ai l'impression que... Et pourtant, à The Family, j'ai tout fait pour ça. Pay It Forward. Tu vois, Pay It Forward à The Family, j'en ai parlé en long, en large, en travers. Les mecs, je m'en souviendrai toute ma vie, t'arrivais à leur faire des choses quand même. C'est une secte, tu matraques, le seul. Puis tout de suite, retour sur investissement, il est où? Et le mec, il dit, sans réfléchir. J'ai fait un truc. Pourquoi tu m'as dit que quand on donnait, on recevait? Frère, c'est métaphorique. Tu donnes, puis c'est forward. Puis c'est forward. On ne sait pas quand est-ce que tu vas recevoir. Ouais, quand même, moi je fais pour les autres et qu'est-ce qu'ils font pour moi? Et t'as fait une intro. Une. On en est déjà à cette discussion-là. Ça ferait 10 ans que tu fais des intros et jamais de ta vie t'as vu quelque chose. Je pourrais avoir un peu d'empathie pour ta discussion, mais là, ouais, mais c'est louche ton truc. Tout le monde à The Family, 100% des entrepreneurs de The Family, 100%. Je dis, et puis j'en sais quelque chose, je les ai observés. 100% des entrepreneurs de famille n'ont pas été paid forward, ils ont été payback. C'est-à-dire qu'ils ont été vachement dans la réciprocité. On a réussi à créer un groupe où les gens se rendaient des services, mais ils voulaient une réciprocité immédiate. Et ça, c'est le niveau le plus nul du pays. Niveau zéro. C'est niveau zéro. Bon, c'est déjà mieux. Et c'est pour ça que je pense que, tu vois, par exemple, quand Payfit se lance à The Family et qu'on contacte toutes les boîtes pour qu'elles deviennent clients, bon, et elles acceptent d'être clients parce qu'on fait un super pitch, parce qu'on les force, parce que... Mais c'est pas genre, vas-y, j'achète du software. C'était pas immédiat. Il y a une histoire que j'adore raconter. Bon, je ne donnerai pas son nom, mais j'ai un ami qui dirige une très très grosse boîte. Et il va aux États-Unis pour la première fois rencontrer ses pairs. Enfin, les mecs ont des boîtes qui valent plus de 5 milliards, machin. Et comme ça, il dîne pour la première fois avec un mec qui a une boîte qui est fait 5 fois sa taille. Le mec a fait combien elle vaut ta boîte? Il dit ouais, dernier tour de table, on vaut 5 milliards. Ok. Dis-nous, au dernier tour de table, on vaut 25. Il dit je te propose un deal très simple. Je t'achète 25 millions de dollars de ton produit, et toi, tu achètes 5 millions de dollars de mon produit. Puisque, tu vois, 5, et puis, ça me permet de t'aider à level up, et machin. Et puis, lui, très ingénieur, il fait, ouais, mais j'ai pas besoin de ton produit. Et l'Américain fait, t'as pas compris. Moi, je t'achète 25 millions de dollars de ton produit, toi, tu achètes 5 millions de dollars de mon produit. Et le mec, il le regarde, il fait, mais toi, t'as besoin de mon produit? Et il dit, non, mais je vais même pas l'ouvrir, ton site internet. Je me fais une facture, je te fais un virement. Et le mec fait, mais pourquoi? Et il vient me raconter ça après en me disant, mais... Et là, je lui dis, mais tu te rends compte que là, tu t'es fait flaguer forever. Mais je pense que moi aussi, j'aurais ce réflexe de comprendre, de chercher à comprendre. Tu vois, alors qu'en fait, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça avec 20 boîtes de la même taille. Et donné un plat qu'on a accepté. Ils ont tous accepté. Et ils se sont tous fait 100 millions de lignes de revenus, tu vois, en vitesse de circulation, et juste pour construire leur écosystème, en fait, sans réfléchir. Aujourd'hui, je dirais qu'on a réussi à créer un petit groupe d'une quinzaine de personnes sur qui on arrive à balancer des choses sans vraiment réfléchir. Et moi, quand tu es arrivé avec ce concept de Pay It Forward, c'est déjà quelque chose auquel je croyais beaucoup. Au départ, par réciprocité. Au départ, tu sais, j'ai vraiment démarré avec ce truc de Cialdini, de peut-être quelqu'un parce qu'un jour, il te donnera un service, ou en mode le parrain, tu sais. Le parrain qui te dit... Et ça, c'est le payback. Et ça, c'est le payback. Qui te dit, un jour, je t'appellerai, je te demanderai un service, et ce jour-là, tu accepteras sans réfléchir. Et donc, j'avais vachement ça un peu en mode mastermind, tu vois, qui tient les ficelles. Et puis, par la suite, ça a changé. Je pense que c'est quelque chose que j'ai de façon assez naturelle. Et puis, quelque chose de très personnel, je me sens bien, moi. Quand tu donnes, et quand tu sens vraiment que tu as un impact, et quand tu fais quelque chose de bien, je me sens bien. Je pense aussi que c'est un peu... le bon karma, tu vois, je crois beaucoup en ça. C'est quoi le pay it forward le plus ouf? Là, tu as vécu pas mal de périodes assez compliquées, que ce soit personnellement, financièrement, professionnellement, tu as été pas mal malmené. Est-ce que le pay it forward, il a payé? En spot, énormément. En macro, pas du tout. C'est-à-dire que les gens qui m'ont aidé au-delà du raisonnable. Yomi, Antoine,
plein de gens que je ne vais pas citer, sinon ils vont se prendre des lettres d'avocat. Mais j'ai vraiment eu le droit à un vrai traitement de faveur. vrai traitement de faveur et de gens, tu vois, même de gens, Alec Henry. Enfin, franchement, je serais pas vivant sans Alec Henry, hein, c'est clair. Je serais pas vivant sans Yomi. Je serais pas vivant sans Antoine, alors que c'est des gens que je connais pas depuis si longtemps. C'est fou, hein. J'ai vraiment eu énormément d'aide, mais à l'inverse, je me suis rappelé en fait de la dureté parce que normalement, au vu de ce que j'ai donné pendant 10 ans, j'aurais dû écraser Les ce problèmes. mais comme ça, par l'énergie, alors qu'en fait, je suis juste resté en vie. Et ça a tenu sur très peu de gens. Ça a dû tenir sur 25 personnes, comparé aux milliers de personnes que j'ai aidées. Ça m'a remis un peu les idées en place aussi à ce niveau-là. C'est pour ça que maintenant, en fait, tu vois, tous les gens qui me parlent de données, de machin, en fait, moi, ma leçon, c'est que je l'ai fait 20 ans pratiquement, hein, d'essayer de changer la France. En fait, tu changes pas un pays, tu changes pas une culture. Tu t'adaptes. Et donc moi, j'ai fait le choix de faire des business ailleurs et de lâcher l'affaire. Et d'avancer. Et d'avancer. Et d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie où, en fait, que les Français soient paid forward, pas paid forward, c'est pas mon problème. Moi, j'offre un produit à ce pays qui est de l'éducation. Les gens me payent pour ça, que ce soit par Better Colous, mes formations, etc. C'est une relation hyper saine. T'as besoin d'un truc à apprendre, bah, je te facture. Et puis Et fin de l'histoire. Et puis fin de l'histoire. Hein. Et l'influence que je bâtis, je l'utilise pour vendre des choses, etc. Mais je suis sorti de ce rêve. D'ailleurs, pour moi, le plus grand échec de ma vie, c'est de ne pas avoir réussi à créer ce Pay It Forward. Ouais. Je vais te dire un truc qui est quand même, quand tu réfléchis, complètement dingue. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Ils ont tous eu tellement peur de cette affaire, d'Alice, Nicolas, etc., qu'il n'y en a que 5 qui ont gardé une relation avec moi et qui m'ont écrit. 5. Des gens de famille, des gens de famille. gens de The Family. T'imagines? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de cette affaire? En quoi ça les concerne? Genre, il y en a même qui sont venus voir et m'ont dit, ouais, tu sais, moi je suis avec toi, je suis assez marrant, j'ai jamais vu un de tes likes. Ouais, mais tu sais, publiquement, je peux pas me permettre de liker. Frère, tu serais nulle part sans moi. Et je dis pas ça parce que littéralement, tu serais nulle part sans moi. Littéralement, énormément de gens me doivent leur carrière à The Family. Ils me doivent leur vie, ils me doivent leur achievement, ils me doivent rien que le fait d'avoir été mis sur la map un jour par mois, qui leur a donné un statut spécial alors qu'ils ne le méritaient pas. Mais c'est comme ça toujours qu'on démarre. On démarre parce que À un moment donné, on ne mérite pas quelque chose et puis on le mérite avec le temps, tu vois. Et ils l'ont mérité après, ils ont fait du super boulot, mais quand même, tu devrais avoir un minimum de reconnaissance pour ça et tu devrais avoir un minimum de attends, c'est pas mon affaire, moi j'ai jamais demandé aux gens de prendre parti pour moi. Encore, d'ailleurs, by the way, je trouve d'ailleurs très décevant de ne pas avoir pris parti pour Alice et Nicolas. Parce que si la majorité des entrepreneurs de The Family avaient pris parti pour Alice et Nicolas et avaient dit ouais, ce que Oussama a fait, c'est une trahison à notre famille. Ok, je respecte ça. Tribu. Je suis pas d'accord. Sentiment de tribu. Je suis pas d'accord, mais je respecte. Mais non, les mecs juste ghost tout le monde. Ils ghostent Alice, ils ghostent Nicolas, ils deviennent gênés d'avoir un jour fait partie de The Family. Frère, t'es gêné de quoi? T'es gêné des dizaines de dîners qu'on t'a offert gratuitement? T'es gêné que 100% de tes investisseurs, tu les as rencontrés grâce à nous? T'es gêné que les term sheets que t'as négociés, elles ont complètement changé dans l'écosystème parce qu'on a fait peur à tout le monde? T'es gêné d'avoir eu accès à des contrats clients que jamais t'aurais pu avoir accès sans nous parce qu'on a amené les grands groupes à The Family à acheter des services startups? Enfin, t'es gêné de quoi en fait? C'était quoi ton rêve justement avec The Family? Tu dis toujours que pour toi c'est un échec. Bah moi mon rêve c'était qu'on arrive à changer la culture et qu'on ait un petit espace de gens extrêmement ambitieux qui de génération après génération fassent des boîtes de plus en plus ambitieuses. C'était ça l'ambition. C'était une tentative de créer une PayPal Mafia de zéro, tu vois. Mais c'est pas une mafia, c'est un groupe de gens qui... Ils ont encore justement des relations. Est-ce que The Family continue d'exister? La famille n'existe plus, mais je pense que les entrepreneurs se fréquentent entre eux de façon sociale. Ouais. Mais comme on se fréquente en France, c'est-à-dire socialement.
la fréquentation française est très, très imprégnée de la culture des salons. On se voit à chaque salon tous les 6 mois. Mais c'est la culture des salons, pas les salons professionnels, les salons de la Renaissance et de la période de... Ah, ok, on allait danser. On allait, on se voyait, on disait du bien, et dès qu'on sortait, on disait du mal, tu vois. Ça, c'est un truc unique au monde. C'est tu es avec des gens, tout le monde s'aime, les gens partent, et de façon, comment on dit en maths, 5 x 4 x 3 x 2, factoriel, tout le monde finit par critiquer tout le monde. Ouais. Ça, c'est fou. Et c'est un truc de malade. Il y avait des mèmes comme ça. Le mec, la femme a à peine fermé la porte de la voiture qu'elle disait « Tu as vu sa table ?» Tu as vu son comportement, ce qu'elle t'a dit? Ouais, c'est incroyable. Et surtout ne jamais rien dire en face. Et surtout, bon, ok, c'est... Et en fait, tout le monde cherche la question francophone, pourquoi on n'est pas un plus grand pays, pourquoi la France ne rayonne pas, pourquoi machin. Et ça commence par ça, parce qu'en fait, c'est comme ça que le gouvernement fonctionne, c'est comme ça que les élites fonctionnent, c'est comme ça que la défiance est permanente, c'est comme ça que la prospérité n'a pas lieu. Cette jalousie omniprésente détruit énormément de valeurs. The Family est créé en 2013. Donc on est créé, je sais pas, en février 2013. Premier contrôle fiscal en novembre 2013. C'est rapide. T'imagines? C'est rapide. Et même pas un Et le départ, on cherchait à le mec mettre était les gêné parce qu'il s'est rendu compte que la boîte n'avait pas encore un bilan. Il dit, ah oui, c'est vrai. Et il est où votre bilan? Et frère, on n'a même pas encore closé la première année. Ah oui, c'est vrai, on est venu un peu tôt quand même. Des gens qui sont Et tu sortis. dis, c'est marrant si vous êtes venu. Il dit, ouais, c'est un tirage aléatoire. Oui. Je dis, ouais, je m'appelle Oussama, je gagne souvent le tirage aléatoire à l'aéroport. Là où ça va. J'arrive, je me pisse dessus. Ous, par rapport au podcast, c'est quoi selon toi ce qui a marché sur Sans Permission? C'est un carton, hein. C'est un carton, je pense, qui a dépassé un peu même vos attentes, votre... Ah, ça tombait, on n'avait aucune attente. ouais. Non, mais écoute, pourquoi ça aurait pas marché en fait? Il y a Yomi connu, je suis connu. Antoine fait un bon boulot, il a glow up dans le podcast, il a rattrapé la notoriété. Tu vois. Il y a tous les ingrédients pour que ça marche. Mais ça a cartonné quand même. Ça fait des millions de vues. Ouais, mais c'est pas pour paraître arrogant, c'est qu'encore une fois, en fait, déjà, c'est pas sûr que ça va tenir. Les gens vont peut-être se lasser. Tu vois. Donc personne ne sait combien ça va durer. Maintenant, si les gens se lassent et au lieu de faire 300 000 sur un épisode, tu fais 100 000, on va pas arrêter. Ce sera les 100 000 les plus intéressantes, de toute façon, qui vont rester. Donc en fait, de toute façon, la mesure du nombre de vues, elle est extrêmement vanity metrics. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le nombre de vues, c'est plutôt la qualité de notre audience. Qui est assez folle, pour le coup. Et qui est folle. Et ça, il faut le maintenir. Maintenant, si tu regardes en francophonie, des gens libres qui disent ce qu'ils pensent, sans aucun script, avec pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois, tu es d'accord, pas d'accord, Complètement. etc. Et ben en fait, il y en a pas. Le Raptor a fait une vidéo de témoignage sur son passage dans le podcast, et il dit ça l'a trop halluciné, parce qu'il était dans une pièce avec 3 mecs qui parlaient librement de ce qu'ils pensaient, sans à aucun moment réfléchir « Ah, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et puis là, on va machin. Et en fait, c'est vrai que le poids d'avoir son business en France, tu vois, si je travaille avec les grands groupes français, les banques françaises, tu pourrais pas parler comme ça. Et d'un seul coup, l'absence de liberté, ça contraint ton cerveau. Et c'est pour ça que la liberté, c'est la plus belle chose sur Terre. Et moi, j'ai essayé de toujours vivre libre et donc de faire des choses où j'ai pas besoin de l'aval des gens. De me justifier. Et Sans Permission n'est que l'expression extrêmement profonde de cette liberté qui fait que des gens extrêmement intéressants qui sentent soit en manque de liberté, soit qui sont dans la même liberté, regardent et voilà. Ouais, ça a été fou de voir à quel point vous avez agrandi le marché, conquérir le marché, driver le marché et amener un espèce de vent nouveau. Aujourd'hui, il y a plein de petits Sans Permission qui se sont bâtis, qui se sont construits. Et c'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir un autre Sans Permission aussi libre. Parce que, tu vois, les gens comprennent pas la liberté. Parce que la liberté, c'est pas être réactionnaire. La liberté, c'est pas être contre les... Par exemple, tu as pas mal de podcasts, je sais pas, masculinistes, je sais pas quoi, qui sont en train d'émerger, de mecs qui sont contre la matrice, contre le système. Mais ces gens-là, moi, je les méprise autant que les gens du système. Parce qu'en fait, que tu sois pour ou contre,
ça veut dire que tu es quelque chose. Tu n'es pas libre. Et d'ailleurs, souvent les gens imaginent mes positions un peu à côté de la plaque. Ils disent, ouais, mais toi, tu dois penser ça. Parce qu'ils ont un logiciel, ils disent, ah ben, s'il a dit ça sur ça, et ben, dans sa tribu, il a le droit de dire ça. Et ben, en fait, moi, j'ai réussi la performance de penser des trucs qui sont vrais dans toutes les tribus et scandaleux dans toutes. Ouais. Ce qui fait que dans toute tribu, ils ont une raison d'être scandalisés envers moi. Ouais, tu vois, les nationalistes me détestent parce que je suis mondialiste. Donc les mondialistes, ils se disent, ah, il est génial parce qu'en fait, c'est un des nôtres. En fait, ils me détestent parce que je suis anti-institution, anti-machin, anti-politique monétaire globale. Donc tu vois, donc ils ont toujours une raison de me détester. Et en fait, je pense qu'il faudrait diviser la société entre les partisans de l'ordre, quel que soit l'ordre. Ils ont une vision de l'ordre, il faudrait que tout rentre là-dedans. Et les partisans de la liberté. Et pour moi, c'est ça la vraie guerre fondamentale. Et je n'attends que ça de voir un autre vrai acteur libre sur la scène. Et d'ailleurs, excuse-moi, mais je pense à ça. De ce point de vue-là, les gens se rendent pas compte à quel point Yomi et Antoine ont eu un courage monstrueux de prendre des risques. Ouais. Ouais. Mais pareil, c'est parce qu'ils dépendent de personne. Ouais, oui. Ils s'en battent le clic, oui. Ouais. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu avais des inspi, toi? Est-ce que tu consommais des podcasts américains? Il y a 2-3 trucs. Alors, Yomi a une inspi. Yomi, oui. C'est All In Podcast, qui était son référentiel. Moi, bizarrement, je n'arrive pas à consommer de podcast. Ouais. C'est une forme que Parce que tu mets du contenu quand même, tu suis plein de trucs. Ouais, mais pas podcast, c'est pas ça. Je préfère un bon documentaire Arte qu'un podcast. Ouais. J'adore consommer le storytelling. Tu vois, des gens qui parlent comme ça. En fait, moi, j'aimerais être dans la pièce avec All In, mais écouter All In, relou. Ça me fatigue, ouais. Je détesterais écouter sans permission, toi. Tu ne réécoutes jamais? Non, jamais. Non, jamais. C'est vraiment pas ce qui t'intéresse quand tu le fais, quand tu le vis, quoi. C'était quoi, justement, l'objectif, ou quel objectif aujourd'hui tu vois, toi, à Sans Permission? Il y avait un intérêt de performance, il y avait un intérêt de passer un bon moment avec tes potes toutes les semaines. Pour Yomi et Antoine, c'est un sujet business, Sans Permission. Surtout pour Yomi. Donc Yomi, il essaye d'avoir la plus grosse audience possible pour la monétiser dans ses business de formation. Moi, je suis un passager clandestin dans cette aventure d'infoprenariat. Moi, j'ai une question pour toi. Je te considère comme quelqu'un d'intelligent et du coup, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un d'intelligent ne maximise pas son potentiel de vie. Alors, je sais que tu es un épicurien, que tu adores bouffer, que tu adores vivre, que tu es un bon vivant. Mais quand même, comment ça se fait que Oussama n'a pas pris ce truc de perte de poids et de maximiser sa longévité en main? Ça fait longtemps que je l'ai pris en main, c'est juste que ça marche pas en fait. Et ça, je pense que c'est un discours inentendable pour les gens. Les gens ne comprennent pas. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai été marié à une médecin qui est spécialisée sur le sujet. J'ai fait un nombre de protocoles sur le sujet invraisemblables. J'ai testé thérapie microbiome. J'ai testé plein de choses. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qui marchent. Par exemple, j'ai perdu 80 kilos en 2013, 2014. Okay. Donc moi, l'histoire, c'est qu'en fait, une année, j'ai pris 140 kilos en un an. Merde. Ouais. Ensuite, je suis redescendu, parce que c'était invivable, je suis descendu à 180 kilos. J'étais monté à 200 et quelques. Non, j'exagère, 140 kilos. J'ai pris 100 kilos en un an. Ouais. Je suis passé de 100 kilos à 200 kilos, grosso modo. Ensuite, je suis descendu à 180. Et à partir de là, j'ai tout essayé. Et le truc, c'est que le vrai traitement qui marche chez moi, c'est un traitement thyroïdien qui accélère ma thyroïde et qui rétablit mon métabolisme. Okay. Parce que grosso modo, j'ai un métabolisme au repos très 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 lent. T'as vu ici, je mange pratiquement rien et pourtant je prends du poids. J'ai fait une clinique en janvier dernier, je faisais 600 calories par jour. Au bout de 5 jours, j'avais pas perdu 1 kilo. Les mecs ont dit, mais attendez, vous mangez dehors? Je dis, bah non. Et comme ils avaient un système de log, ils pouvaient voir quand tu sortais ou pas, ils ont vu que j'étais jamais sorti de la clinique. Il y a rien à bouffer dans la clinique. Ils ont commencé à vraiment, tu vois. Et c'est toujours la même chose avec les médecins. C'est que les médecins, ils disent, oui, il faut bien manger, machin. Après, donc, alors je mange pas en dehors des repas. Je mange pas de food processé. Je fais un repas par jour. Je mange pas de produits, tu vois, genre, je m'empiffre pas de gâteaux, de choses comme ça. J'aime pas trop le sucré de toute façon. J'ai un régime extrêmement sain alimentairement, mais je prends du poids. Et
Et le truc qui a marché m'a mis dans un état que je n'arrive pas à supporter. Ouais. Parce que quand tu accélères thyroïde, tu deviens hyper agressif, hyper violent. Ça dérègle complètement tes hormones. Et donc, en fait, mon choix depuis, ça fait 14 ans que je m'intéresse à ce problème, c'est soit je règle ce problème avec ces méthodes-là, qui sont hyper dures. Et là, je perds du poids, je suis en santé. Là, j'étais descendu à 110 kilos en 9 mois. Et j'étais sur la voie de passer, machin. Mais je suis un nouveau Oussama. Colérique, stressé, qui n'arrive pas à prendre de bonnes décisions dans le business. En plus, avec l'impression qu'il n'y a rien qui va. Genre j'ai l'impression d'être en permanence, tu vois, comme ça. Soit je prends pas et je reprends du poids. Et c'est vrai que bon, ça me désespère un peu. Après, c'est toujours le même mouvement. Tous les ans, en janvier, j'essaye un nouveau truc. Mais c'est vrai que je commence à me dire, en fait, bon, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, par exemple, j'ai essayé Ozempic. Je n'ai pas perdu de poids. Ozempic, c'était pas le truc américain, là. C'est le truc américain, ouais. J'ai pas perdu de poids. J'ai essayé plein de choses, en fait. Et après, évidemment, les gens ils disent oui, il suffit d'aller à la salle de sport et tout. Mais frère, si ton métabolisme ne fonctionne pas, tu peux aller autant que tu veux à la salle de sport. Ça va rien changer. C'est ça qui va solutionner le C'est problème. pas ça qui va solutionner le problème. Et donc, tu as vraiment tenu une diète low calorie pendant un certain temps. Et Le calorie, ça ne marche pas sur moi parce qu'en fait, justement, mon problème, c'est que j'ai un corps qui retient trop parce qu'il a l'impression que son métabolisme est en permanence. il est déjà en PLS, quoi. En PLS. Ouais, donc, il faut accélérer le métabolisme. Et pour accélérer le métabolisme hormonalement, après, ça fait bad house. Ça fait bad. Dark house. Mais vraiment, c'est terrible. Hein. J'ai eu moi, en 2014, à la fin du traitement, je me souviens, j'étais au bord d'une fenêtre et je me disais, vas-y, jette-toi, quoi, en fait. C'est-à-dire que et en plus, la personne qui dit jette-toi dans ta tête, t'es en mode, mais c'est qui? J'ai jamais eu de pensée comme ça, moi, de ma vie. J'ai jamais eu de dépression, j'ai jamais eu de mauvaises pensées. Et là, d'un seul coup, je me reconnaissais plus, en fait. Si tu veux, si c'est ça le prix de la santé, je préfère... Parce que là, tu sais quand même, parce que mécaniquement, tu sais que tu es en train de perdre des années de vie ou tu sais qu'à un moment donné, En fait, pour avoir beaucoup lu sur le sujet, c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Notamment, tu vois, je vais te montrer un checker direct. Non, mais je vais te montrer un truc très drôle qui est vraiment... donc, tu connais la clinique Chat ou pas? Non. C'est la clinique la plus... Ah merde, tu pas mon mot de passe. Attends, je vais le retrouver en live. C'est la clinique la plus... une des cliniques les plus avancées au monde en traitement hyper avancé. Ok. Cellules souches, traitement de cancer rare, Okay. etc. Donc j'ai passé un mois en janvier dernier, Ouais. notamment parce que j'avais des gros problèmes de poumons, Ouais. et j'arrivais plus à respirer. Et donc, si tu veux, les médecins, ils ont un certain nombre d'idées en tête sur ton état. Donc par exemple, un mec gros comme moi, il a très peu de muscles. Ouais. Okay. Donc j'ai fait un scanner 3D Et j'ai 88 kilos de muscles. d'accord, ok. Ce qui explique que malgré le fait que je fasse 180 kilos, je me débrouille, je normalement, je vis, etc. Ensuite, normalement, quelqu'un comme moi, tu vois, un cœur complètement défoncé. J'ai dans le 0,2% des artères. T'as un cœur qui est fort. J'ai un cœur qui est méga fort et j'ai des artères super fortes. Normalement, quand tu as mon niveau de poids, tu as plein de conséquences sur les articulations, sur ça. J'ai pas d'arthrite, j'ai des articulations au top, etc. Et donc, en fait, il y a plein d'incohérences. Oui, il y a beaucoup d'incohérences. La médecin, j'ai vu une médecin, c'était assez marrant parce que ils m'ont pris de haut pendant 15 jours, comme tout le temps. Bah oui, mais en fait, il suffit de manger moins. Je te regarde. Puis quand tu passes 15 jours avec leur régime à 100 calories par jour là, au chat, et que t'as pas perdu 1 kilo, là d'un seul coup, tu vois les mecs, ils disent ouais. Et là, ils commencent à rentrer dans la data. Et c'est toujours, avec les médecins, c'est toujours la même chose. Ouais. Ils rentrent dans la data, et là, ils commencent à faire, mais c'est pas normal, cette data, elle est pas logique. Je dis, ouais, frère, ça fait 15 ans que je me tape des gens qui m'expliquent que c'est pas logique. Et là, en fait, à la fin, ils en arrivent, en général, tous à la même conclusion. Ah ouais, mais bon, il faudra envisager un traitement hormonal, etc. Et là, en fait, moi, c'est là où moi, j'ai un blocage. Et t'as pas envie d'aller. J'y ai été.
Mais c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, c'est que je n'arrive pas à y aller. Darkous. T'imagines vivre avec des pensées suicidaires pour perdre du poids? C'est un prix à payer que j'ai pas envie de payer. Alors, il y aurait une autre méthode. Par exemple, tu vois, j'ai énormément lu tous les gens qui ont le même problème que moi. Il y a une vidéo TED d'un mec hyper célèbre sur le sujet qui est incroyable. Parce qu'en fait, c'est un médecin qui, pendant des années, a maltraité les obèses en disant « vous êtes que des cons, vous avez qu'à faire du sport, aller à la salle, machin ». Et lui, en fait, donc ce médecin, à l'âge de 40 ans, il a pris 100 kilos en un an. Il n'a rien changé dans son niveau de vie. Et en fait, perturbateur endocrinien. Il a commencé à se renseigner sur le sujet. Et dans la vidéo TED, qu'on pourra retrouver, on la mettra en lien, il dit d'un seul coup, en fait, je me suis rendu compte déjà que j'ai maltraité les gens avec mes clichés, mes idées, etc. De la même façon que tous les gens qui me traitent sur Internet de gros, tu sais, ils ont une image en tête, tout va bien pour eux, ils croient qu'en fait, je ne sais pas faire un régime. Thank you, frère. Ou qu'ils ont une image de moi épicurien, machin, mais en fait, quand tu manges des bons produits, épicurien ou pas, c'est pas ça qui va changer la donne. Ouais. Je vis dans une maison où tout le monde mange aussi bien que moi et personne ne prend du bois. Hein. C'est pas un sujet. Et donc, Pas à ce niveau-là. Ouais, ça, le truc. voilà. Ouais. Et donc, le mec se rend compte en fait qu'il a un problème hormonal. Alors lui, je pleure de dire une bêtise, mais il s'est rendu compte que c'était un produit chimique auquel il était exposé, qui avait déréglé son métabolisme et tout ça. Donc il a fait des recherches sur le sujet. Et il y a un truc très très drôle qu'il dit dans la vidéo, c'est qu'il dit en fait, le gros problème, c'est qu'on vit dans un monde où le nombre de produits chimiques auxquels on est exposé a jamais été aussi élevé, que les réactions de type allergique, hallucinante, etc., sont les trucs, mais on traite tous ces gens de la même façon dans une case. Et alors, effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes de lifestyle, il y a des gens qui ont des problèmes de consommation calorique qui expliquent leur situation, mais d'autres qui l'ont pas, et c'est inentendable. Et il disait, en fait, ce chemin qu'il a vécu lui personnellement, lui a fait complètement revoir son approche de la médecine. Et c'est vrai que pour lui, l'approche de la médecine, elle devrait être data-driven et elle devrait aller très très en profondeur dans la data. Après, il y a pas mal de choses qui peuvent être testées que j'ai pas encore testées. Et notamment, il y a un truc que j'ai jamais fait, mais je me suis toujours dit que si à 40 ans, j'avais pas réussi à régler le problème, je testerais ça. C'est qu'en fait, si tu réfléchis, le métabolisme, c'est le muscle au repos qui consomme de l'énergie. Donc en fait, contrairement à ce que les gens imaginent, c'est pas parce que tu vas à la salle que tu brûles des calories. C'est complètement con ça, tu vas pas brûler des calories en allant à la salle. Non, tu vas aller à la salle pour produire des muscles qui vont brûler consommer des calories au repos. Et c'est ta fameuse mesure de la consommation de calories au repos. Moi, ma consommation au repos, mon métabolisme au repos, il y a 500 calories jour. Je consomme rien. Donc, un homme comme toi, je n'ai pas ta mesure, mais normalement, un homme normal qui n'est pas trop sportif est à 2000 calories par jour. Une femme, pourquoi les femmes prennent plus de poids? Parce qu'elles consomment moins. Parce qu'elles consomment moins au repos. Et alors, si tu réfléchis à ça, effectivement, il y aurait une façon de résoudre mon problème qui est de vraiment donner un immense coup de boost à mes muscles. Et donc d'aller en fait faire un 6 mois où je fais 8 à 10 heures de musculation tous les jours. Focus là-dessus jusqu'à en fait passer un seuil où mon métabolisme déglingué, truc. Mais comment tu trouves le temps de faire ça? Ouais, il faut que tu sois focalisé là-dessus. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aussi la carte que tu vas devoir jouer, tu n'auras pas le choix parce que... Ouais, mais c'est une carte fatigante. Hein. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, tu mets ta vie en pause pour sauver peut-être ta vie. Exactement. Mais le problème, c'est que personne ne le voit comme ça, en fait. Tu peux pas le voir comme ça. Bah non. C'est comme quand t'es fumeur. Bien sûr. Tu attends d'avoir 15 jours pour ça. Mais les gens se rendent pas compte du niveau d'investissement dont tu as besoin pour résoudre un problème qui est un problème beaucoup plus facile à résoudre chez eux. Ouais. Ok. Bon. Écoute, en tout cas, espérons que tu trouveras quand même la solution qui te va et qui te n'obligera pas de mettre ta vie en pause pour améliorer tout ça et améliorer ta santé. Il y a pas longtemps, tu as fait un podcast avec ton fameux droit de réponse suite au podcast de Mathieu Stéphanie, justement.
Il y a de la guéguerre, il y a de l'antécédent de... Si, tu peux envoyer, frère, vas-y. Merci beaucoup, mon ami. Droit de réponse, du coup, qui t'a été refusé. Ouais. Est-ce qu'il y avait de l'antécédent, de la guéguerre, ou est-ce que c'est juste... Mathieu Stéphanie. Ouais. Ou c'est juste un lâche. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, je pense que c'est un mec qui n'avait pas conscience... Ah, merci. Je pense que c'est un mec qui n'avait pas conscience du niveau d'animosité Que ça allait créer. que ça allait créer cette histoire, des trucs. Il a reçu Nicolas Collin parce que c'est le mec sérieux, qui présente bien, qui va parler pendant 3 heures comme si tout ça était logique, etc. Mais comme il n'a pas la contradiction, bah, c'est facile de bâtir son truc de logique. Et évidemment, en fait, Mathieu Stéphanie, quand je lui ai proposé d'aller réagir, il s'est dit « Ah putain, ah non, mais en fait, je peux pas rentrer là-dedans parce que tous les gens, les sponsors, l'écosystème, machin, vont me reprocher de me donner la parole. » Donc, c'est un agent du système, c'est un agent dans le système. De toute évidence, il n'a pas beaucoup de courage et il a raté une opportunité de faire quelque chose d'intéressant. Après, je comprends, c'est pas non plus son truc. Il s'est fait, je sais pas combien de vues avec son épisode, il est content. Et puis voilà, enfin, tu vois. C'est fin de l'histoire, c'est pas un juge, c'est pas un policier, c'était un nobody qui en fait a mis la lumière. Mais il se rend pas compte. J'ai déjeuné avec un ami à lui qui m'a dit ouais, mais non, mais tu sais, c'est pas si grave et tout. Et je lui ai expliqué les conséquences factuelles pour moi de cet épisode. Et il m'a dit ah ouais, putain, je l'avais pas vu comme ça, j'imagine pas. Mais les gens n'imaginent jamais. Tu vois, par exemple, tous les journalistes qui écrivent un article sur moi, ils s'imaginent pas que leur article de merde qui raconte n'importe quoi, bah, à chaque fois que je vais vouloir ouvrir un compte en banque, on va me ressortir cet article. Les gens se disent, mais quel rapport entre un article d'une nana qui ne connaît rien à mais ouais, mais en fait, si. Parce qu'il y a les mêmes gens qui connaissent rien à rien. T'as cette responsabilité sur la tête, et cette responsabilité, elle ne disparaît pas, en fait. Oh. Et Mathieu Stéphanie m'a fait énormément de mal sans s'en rendre compte. Je pense même pas intentionnellement. Il y a plein de gens, en plus, comme je l'ai un peu affiché sur LinkedIn, tu vois, avec son SMS, là. Plein de gens qui sont venus me voir, tu vois, ouais, non, c'est pas sympa de faire ça. Tu sais, c'est un mec, au fond, il t'aime bien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'au fond, il m'aime bien? Je veux dire, le mec vient dans une guerre, il prend parti sans s'en rendre compte. Bah, évidemment que je veux lui taper dessus. Et évidemment que maintenant, tu vois, il est dans mon Death Note. Évidemment que maintenant, je me dis, si un jour, j'ai une situation où on me demande quelque chose sur YouTube, et je vais te dire ce que j'en pense. C'est que, franchement, il n'a pas été cool et il n'a pas eu le courage de vraiment faire ça bien. Si nous avions invité tous les deux, ça aurait été quelque chose d'autre. Si nous avions invité tous les deux en même temps, là, ça aurait été autre chose. Il aurait d'ailleurs fait 1 million de fois plus de vues, c'est sûr, qu'avec cet épisode. Ça nous l'a proposé, ça? Bon, ils n'ont pas voulu, peut-être. Moi, j'ai proposé 200 fois The Family, ils n'ont jamais voulu. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à se faire défoncer par moi, de ramener un peu la vérité? Tu le connaissais pas avant? De l'écosystème parisien, etc. Non. Et moi, ces gens-là, ils m'ont toujours méprisé. Quand j'étais au top, ils disaient du mal dans mon dos. Mmh. Et maintenant que je suis en bas, ils disent du mal de moi ouvertement. Mais la constante, c'est qu'ils disent du mal de moi. Ok. Je suis étonné. J'étais persuadé que c'était forcément quelqu'un de l'écosystème et que... Je te rends pas compte, l'écosystème The Family, c'était The Family contre tout le monde. Il n'y a personne dans cet écosystème qui nous aimait. Pour eux, j'étais trop jeune, entre guillemets, moi, pour pouvoir avoir vu vraiment de l'intérieur. Je suis jamais allé, à l'époque, quand vous aviez les bureaux et tout, là. Je l'ai regardé sur YouTube, moi, les confs. Et on n'avait pas assez avancé, on va dire, dans le projet, dans le chemin, etc. pour vraiment pouvoir avoir une meilleure idée de ce qui se passait à l'intérieur. Ok, c'est intéressant. Et donc, du coup, tu es allé faire un droit de réponse. Bien évidemment, tu as mis cartouche sur cartouche en reprenant argument sur argument et en donnant ta version des faits et ta vision des choses. Justement, cette semaine, avant que tu arrives, je t'ai dit, il y a 2 articles d'affilée que j'ai vu passer dans mon feed. Tu vois, un peu Google News, des actualités mises en avant sur Google Chrome. Tiens, je te l'ai retrouvé. Alors, je paye pas mon accès au Figaro, bien évidemment, hein, donc on n'aura pas tout l'article, mais rien que l'intro est intéressante. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est ce que tu m'as dit. Donc là, par exemple, cet article rebondit uniquement sur toi. Difficultés financières, procédure devant la justice, condamnation, la descente aux enfers se poursuit pour Oussama Hamar.
d'une chère Amélie Ruhlmann. Donc c'est vraiment la semaine dernière. Hein. Et moi, tu me dis que c'est un truc qui date Léa, il y a 6 mois. ils se fatiguent même plus à nous contacter. Pour vérifier, pour fact-checker. Voilà. C'est maintenant, avant, tu vois, ils faisaient semblant de nous contacter 1 heure avant que l'article sorte. Ça, c'est incroyable. Mais maintenant, ils essayent même plus. C'est. Mais bon. Plus chier de faire le travail, quoi. De toute façon, la presse. Hein. J'ai regretté de m'être foutu de la gueule de Donald Trump sur les fake news. Ok. La presse a perdu toute crédibilité parce qu'elle est toujours le porte-voix de quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Ouais. Cet article, il est écrit du point de vue de Nicolas Collin. Qu'elle le veuille ou non, si elle se prend pour une journaliste avec une éthique. Moi, j'adore les journalistes qui me racontent, ils ont une éthique, un machin. C'est faux. De toute façon, les journalistes, c'est soit des putes, soit des chômeurs. Il n'y a rien entre les deux. C'est triste. Mais c'est comme ça, c'est leur business model qui va pas, c'est leur truc. Et donc, moi, je ne lis plus la presse. Moi, quand je vois maintenant un mec défoncé dans la presse, j'ai tendance un peu bêtement à me dire « Ah, ça doit être un mec bien ». Ouais, Et du coup, quand je vois un autre... T'imagines, ça fait un je autre sais filtre. pas combien de temps qu'ils écrivent des articles sur moi depuis je sais pas combien d'années, ils ont rien trouvé d'autre que cette affaire The Family. C'est quand même bizarre. Parce que normalement, les gens malhonnêtes, escrocs, qui ont plein de trucs, tu trouves plein de choses sur eux. Mais la presse française n'a jamais rien trouvé sur moi que cette affaire moisie entre associés. Et ils la présentent toujours en mode je me suis enfui à Dubaï avec la caisse, machin. Ok, très bien. C'est toujours ce que je raconte. Donc les gens qui veulent leur raconter l'histoire comme ça et qui veulent me caractériser comme ça, bah, ils ont réussi. Et puis tu peux pas gagner face à ces gens. Ils ont le pouvoir unilatéral en fait. Mais je sais qu'à la fin, le karma paiera. Parce qu'en fait, le problème de tout ça, c'est que tous ces journaux, tous ces machins, eh ben, ils sont en train de perdre leur statut. Ils se font mépriser de tout le monde. Ils se font insulter. Leurs enfants, bientôt, vont ne plus être fiers que leurs parents soient journalistes. Et la profession de journaliste dans le monde va connaître une crise existentielle monumentale à cause de ce genre de choses. C'est qu'ils ont accepté pendant des années, dans des petits dossiers et des grands dossiers, de se faire manipuler. C'est tout. Quand quelque chose sort dans la presse, qui est confidentiel, la question à se poser, c'est qui a intérêt que ça sorte, c'est tout. C'est complètement... Et le fait que les journalistes ne se posent jamais cette question, c'est quand même hallucinant. C'est complètement fou. Et comment est-ce qu'on fait pour pas tourner zinzin? Comment est-ce qu'on fait pour pas céder un peu à cette pression médiatique parce que tu te fais quand même attaquer toutes les semaines, quoi. Je veux dire, à un moment donné, là, t'es un peu l'homme à abattre. Qu'est-ce que tu fais de ce statut, quoi, tu vois? Et comment toi tu le vis? T'en fais rien, tu le vis pas. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que ça change un truc à mon business? Tiens, regarde toi. Tu m'invites à un mastermind, tu me payes pour venir parler. Est-ce que tu vois l'article dans le Figaro et tu te dis ah j'aurais pas dû le faire? Non, moi je vois l'article dans le Figaro et je me dis putain c'est important, hein. Ça a l'air important de parler d'Oussama. Et donc j'essaie de comprendre la grille de lecture différente, mais parce que j'ai déjà, on va dire, fait un petit chemin avec les médias. Chemin dans le business. Qui dans le business? Je veux dire, un mec qui prend un Better Call Saul avec moi, il va pas prendre le Better Call Saul parce qu'il a lu un truc dans le Figaro. Mais de toute façon, le mec qui a lu un truc dans le Figaro qui va pas prendre un Better Call Saul, il est déjà perdu. Il l'aurait déjà pas pris. Il l'aurait déjà pas pris. Donc en fait, à part faire un filtre dans mon business, ça fait pas grand chose. Humainement, toi, ça t'a pas défoncé? Parce que tu disais quand même ça a été dur, c'était une période compliquée. Non. Enfin, encore une fois, c'est pas comme si un jour j'avais rencontré un journaliste que j'admire. Ouais. Ils comprennent rien à rien. Ils écrivent tout ça à la va-vite. Ils sont humainement détestables. Ils sont tout mielleux quand ils te parlent. En plus, aucun d'entre eux, quand tu as une interview avec eux, ils disent du mal de toi. Hein. Ça, c'est incroyable. J'ai un pote qui s'est fait attraper. Ils sont tout gentils. Oui, je vous comprends. Et après, dès que c'est rageux. Mais c'est l'éditeur de Twitter. Mais bien sûr, c'est le petit rageux qui a un petit salaire et qui vient taper sur un mec qui fait un truc de sa vie. Mais à l'époque de Bernard Tapie, c'était déjà comme ça. À l'époque de tout le monde, c'est comme ça. Quand tu vois ce qu'un Bernard Arnault, je veux dire, parlons pas d'Oussama Hamar. Parlons de Bernard Arnault ou Elon Musk. Quand tu vois ce que Bernard Arnault ou Elon Musk prennent tous les jours dans la gueule par des merdeux, il y a un mec là aux US qui a écrit une pleine page pour expliquer qu'Elon Musk il n'est pas intelligent, que c'est une illusion. Donc tu as un journaliste qui n'a rien fait de sa life, il se dit, moi, je suis légitime à parler du niveau de QI d'Elon Musk. Mais on parle quand même. Veto, quand même. On parle du mec qui envoie des fusées. On parle d'un mec qui a révolutionné l'industrie des fusées. Qui a des milliers d'ingénieurs qui tous les jours sont en réunion avec lui
et écoutent ce qu'ils disent et acceptent de bosser pour lui et se font payer un chèque par lui. Et là, tu as un mec qui vient et qui dit « Non, mais en fait, c'est pas un mec intelligent. C'est une illusion. » Tu dis « Mais frère, en fait, si on en est à débattre de sujets comme ça, bon, on peut débattre de tout. Est-ce qu'une chaise, c'est pour s'asseoir ? Est-ce que je suis une table ? Est-ce que je suis une table ? Comment je m'identifie ? Et en fait, c'est le problème de la construction des narratives. Par exemple, là, l'une des grandes tentatives d'une journaliste du Monde, c'est d'expliquer que je suis un abruti. C'est trop drôle. Même mon pire ennemi, même le mec qui me déteste le plus sur Terre, ce que j'entends très souvent, c'est « Non, mais c'est pas parce qu'il est intelligent qu'il peut tout se permettre. » Tu vois. Et j'avais jamais entendu la story où Oussama est un débile. Et ben là, la journaliste essaie d'expliquer, et ça marche en plus, que en fait, j'ai décidé de prendre une IA pour me défendre, j'ai fait n'importe quoi et j'ai perdu en Angleterre, alors que j'aurais pu prendre un avocat commis d'office. Il n'y a pas d'avocat commis d'office pour les procès civils en Angleterre. Ça n'existe pas. Il y en a que pour les procès pénaux, et en général, ils sont très mauvais, tu veux pas avoir faire. Pourquoi elle raconte ça ? Pour te faire passer pour un gogol. Pour un fou furieux qui a perdu le sens des réels, qui est devenu un empereur nu, une diva, machin. Tu sais, c'est comme il y a un article du Figaro qui essaie de faire croire que j'ai construit cette maison parce que j'ai rencontré une meuf qui m'a fait tourner la tête. Pauvre Sarah. J'ai rencontré la meuf 1 an et demi après avoir construit la maison. C'est factuel. Il n'y a qu'à voir Instagram, la date du travaux et tout. Pourquoi il raconte ça ? Parce que l'histoire du mec qui perd la tête parce qu'il rencontre une playmate, c'est une bonne histoire, tu vois. Et c'est ça, en fait, la création des narratives. Et les pires storytellers, c'est pas moi, c'est eux. C'est eux les rois du storytelling. Parce que eux, contrairement à moi, on part du principe que moi, quand je raconte une histoire, elle est fausse. Mais eux, on part du principe qu'elle est vraie. Et que l'exception, c'est qu'elle soit fausse, et que moi, l'exception, c'est qu'elle soit vraie. Sauf que la vérité, c'est que moi, l'exception, c'est qu'elle est fausse, et eux, l'exception, c'est qu'elle est vraie. T'as déjà fait des exceptions ? D'histoires fausses ? Ouais, bien sûr. T'es obligé, en fait, il y a plein d'histoires où t'es obligé de mentir pour rendre l'histoire crédible, en fait. Et souvent, ce que les gens, et c'est là où tu vois que les gens ne comprennent rien au storytelling, c'est qu'on ne rend pas une histoire crédible en l'exagérant, on rend une histoire crédible en la diminuant. Et moi, la plupart des gens imaginent que mes mensonges sont des mensonges d'exagération, alors que moi, mes mensonges sont des mensonges de minimisation. Parce que pour qu'une histoire sonne juste, des fois, il faut monter le ton, des fois, il faut baisser le ton, mais très très souvent, en fait, le réel est tellement dingue que tu dois baisser le ton. Ouais, parce que les gens ne te croiraient pas. Ouais. Et donc, vaut mieux minimiser l'histoire pour éviter de passer pour un fou. C'est quand même drôle. En tout cas, ça a fait des millions de vues, toutes ces conneries de Oussama le mytho, des gens qui ont repris les vidéos, des trucs. C'est des vues qui servent à rien. C'est pas des vues qui rapportent du business. Non, mais eux doivent être un peu fiers. Leur ego a dû être gonflé. J'en sais rien, moi, qu'est-ce que les gens recherchent en repartageant tout ça, quoi. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, quand j'ai annoncé du coup que Oussama allait participer avec nous au Mastermind, qu'il allait être là, etc., des gens proches, des gens du groupe, des clients à moi, sur les réseaux bien évidemment, il y a des réactions. Et quand tu étudies un petit peu le marketing, tu comprends vite que si tu es trop lisse, c'est ce qui a été mon cas pendant des années, t'impacte pas en fait, tu passes à travers. Alors les gens peuvent te trouver sympa une fois ou deux, ils regardent une vidéo, un contenu, mais ils reviennent jamais. Et que être clivant, qu'être positionné, qu'être polarisant, c'est quasiment une marque de fabrique presque nécessaire pour survivre dans un milieu compétitif. Ouais, mais ça se fake pas. Ça ne se fake pas. Ça ne se fake pas. Moi, j'ai jamais l'impression d'être clivant. Moi, des fois, je dis des clivant par nature, by design. Non, mais c'est... Oussama, clivant by design. C'est parce que des fois, je dis des trucs et les gens sont choqués. Et moi, a posteriori, je me dis, mais de quoi ils sont choqués ? Ah ouais, mais pour le coup, c'est ta constitution. Tu réfléchis vraiment différemment de la marge. Ou t'es à la marge dans ta façon de penser, surtout. Sur la philosophie, sur la liberté, sur l'argent, sur le fait de gagner, sur le fait de perdre. Et effectivement, c'est pas ce qu'on t'apprend à l'école maternelle en France, ou à l'école primaire en France, ou tu vois, ou dans l'éducation un peu classique dans la majorité des foyers. C'est mécanique. Comme moi, t'as grandi en faisant ton école en ZEP. La majorité de mes potes, ils sont à l'usine ou ils sont chômeurs. C'est factuel, c'est des stats, quoi. S'ils sont pas en prison, ouais. S'ils sont pas en prison. Et donc, et on en a perdu quelques-uns déjà. J'ai à peine 30 piges, à 20 piges, j'avais déjà des potes qui étaient morts, quoi. Ah ouais, moi aussi, ouais. Donc, mécaniquement, on n'a pas le même chemin. En plus, à chaque fois. Toujours. C'est pas, ils sont morts d'une maladie rare, hein. Non, c'est clair. Ouais. Et du coup, oui. Mon meilleur ami de primaire, ils sont montés à 3 sur une moto. Ils ont descendu une pente.
C'est terrible, hein. Tu dis, mais Je suis en train de rigoler, mais oui, bah oui. tu vois, il y en a 2 morts sur les 3. Je dis, mais Pas inventer l'eau chaude. Hein. ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou ce petit sujet, t'as dit que tu voulais un enfant, tu allais bâtir une famille et tout ça. Alors, Moi aussi, je voulais plein d'enfants. plein d'enfants. Un enfant, c'est un peu malheureux. Devenir papa quand on est polyamoureux, est-ce que c'est difficile? Comment est-ce qu'on arrive à... C'est plus facile, t'as plus de mamans. Full maman, team de maman. T'es une team de mamans. Beaucoup d'hommes n'avouent pas qu'ils rêveraient avoir cette vie de polyamoureux. Est-ce que tu penses qu'il y a un tabou derrière? Est-ce que c'est... Moi, je pense que les hommes rêvent d'être polygames, pas polyamoureux. Parce qu'ils rêvent d'avoir plein de femmes et que les femmes ne personne d'autre qu'eux. Polyamoureux, c'est quand même une vision d'égalité. Donc, c'est pas pareil. Donc, non, je pense pas que ça va faire rêver beaucoup de gens. En fait, c'est marrant, on me pose souvent la question des enfants et tout, mais j'ai du mal à comprendre ce que les gens disent parce que moi, je me dis, si t'as plusieurs mamans aimantes, enfin, moi, j'ai été élevé par mes tantes, mes sœurs, ma mère, j'aime beaucoup cette expression, faut un village pour élever un enfant. J'ai envie d'offrir un village à mes enfants aussi, tu vois. Donc, je suis pas sûr de comprendre de quoi les gens parlent. Pourquoi pour avoir des enfants, faut avoir qu'une femme dans un truc enfermé, Yes. que personne te voit. Tu vois. Donc, j'aime bien ce concept de maison ouverte. Qu'est-ce que ça représente la paternité pour toi? Comment est-ce que tu le vois? Putain. Factuellement, d'avoir un enfant. Enfin. Ça a l'air intéressant. C'est pas la première fois où on a des échanges et tu me dis, mais tu penses vraiment à ça, toi, frère? En fait, je vais te la faire simple. Tous les gens qui se projettent en s'imaginant comment ils vont être parents, moi, j'ai eu l'expérience de mes frères et sœurs et leurs neveux, mes neveux et nièces. Parce que j'ai beaucoup de neveux et nièces. Moi, j'ai déjà élevé un de mes neveux de l'âge de 2 à 5 ans. Et j'ai élevé un de mes neveux de l'âge de 12 à 23 ans. Quand je dis élevé, c'est que il vivait avec moi tout seul. C'est parce que il y avait des drames familiaux et tout ça. Donc, quand tu as élevé un ado de 12 à 23 ans et que tu as été en présence d'un enfant petit et tout, et que c'est pas juste ton neveu que tu vois une fois par mois ou une fois tous les 6 mois, mais que tu t'occupes de lui tous les jours, etc. J'ai déjà eu une preview de la paternité. Et alors, j'ai compris un certain nombre de trucs. 1, tu rencontres ton enfant. Ok. C'est pas toi qui fais ton enfant, c'est pas toi. Alors, l'éducation, tout ça, oui, très marginal. Très, très, très marginal. Disons que pour moi, l'éducation, c'est la peinture. Ok. Mais la nature de la roche, la nature de la sculpture, est-ce que c'est du marbre, du granit, du volcanique, du machin, tu peux rien faire. Ok. Donc, je pense qu'il faut être dans une démarche où tu rencontres ton enfant et c'est une âme, elle est là, elle est indépendante, elle n'est ni l'extension de toi, ni une mini-version de toi, ni ta descendance, ton futur. Tout ça, c'est de la connerie, on se souvient même pas du nom de ses arrière-grands-parents. Enfin, je veux dire, si vraiment il y avait une puissance de l'extension et tout, ça se saurait. Donc, tout ça, c'est de la connerie. Deuxièmement, tous les gens qui se projettent sur l'éducation, ça me fait rire. Ouais, moi, mon enfant, je vais lui faire ci à tel âge, il va apprendre à coder, Frère, je te regarde. Les enfants, il y a des enfants curieux, il y a des enfants pas curieux. Il y a des enfants, c'est facile de leur apprendre plein de trucs. Il y a des enfants, c'est extrêmement pénible de leur apprendre des choses. Il y a des enfants intelligents, il y a des enfants bêtes, il y a des enfants beaux, il y a des enfants moches. Et en fait, c'est une loterie. Si les parents beaux avaient des enfants beaux, ça se saurait. Si les parents intelligents avaient des enfants intelligents, ça se saurait. Ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de lignée. La génétique est extrêmement complexe. Ouais, il y a quand même il y a quand même un facteur génétique. À mon avis, il est réel, mais il est mal compris. Parce que le facteur génétique, il n'est pas prédictif, puisque la génétique est elle-même chaotique. Et la génétique, la combinaison de deux peut faire quelque chose de très différent de ce qu'on a eu. Et de la même façon, il y a des gens qui héritent. Il y a des gens, c'est les copies parfaites de leur mère ou copies parfaites de leur père. Ouais, il y a des gens qui héritent de caractères génétiques dominants. Et il y a des gens qui héritent d'un cerveau, etc. Mais c'est pas garanti. C'est ça que mon point. Et de la même façon, quand tu rencontres tes enfants, tu rencontres tes enfants. Et moi, la façon dont je vois les enfants, c'est qu'en fait, chaque enfant est sacré. Moi, je crois beaucoup à la sacralité de l'enfance. Parce qu'il représente en lui le potentiel infini de tout ce qu'il peut être. C'est comme un mini-multiverse. Un enfant, en fait, quand tu regardes un enfant, tu vois comme des chemins d'un arbre, de tous les chemins qu'il peut prendre. Et la seule chose que tu peux faire, c'est dans cet arbre, produire l'engrais. Et l'engrais, c'est quoi? C'est l'amour.
Qu'est-ce que tu veux donner d'autre plus qu'à un enfant que l'amour? Tu vas lui donner des conseils sur sa vie? Mais quelle blague! De toute façon, il va vivre dans un monde que tu comprends pas. La probabilité que tu sois de bons conseils avec tes enfants est de 0. Moi, souvent, quand je vois des gens qui écoutent les conseils de leurs parents pour les carrières, pour les machins, pour les trucs, c'est un sketch. C'est même si ton père est méga successful, de toute façon, il ne sait pas de quoi il parle. Il a oublié comment c'est démarrer. Il s'est inventé une mythologie sur son succès qui, de toute façon, 99% du temps est fausse. Et donc, il va juste te transmettre des conneries, en fait. Donc, ton rôle de parent, c'est pas d'être un guide d'orientation. De la même façon, est-ce que vraiment tu vas faire un meilleur travail que YouTube, l'école, machin, tu vois, sur le développement intellectuel de tes enfants? Alors, moi, par exemple, j'ai un neveu qui est intellectuellement au-dessus du lot, qui a eu un plaisir immense dans sa relation avec moi, qui, enfant, a reconnu en moi un père intellectuel. Et on a vraiment eu une relation symbiotique dans son enfance à lui apprendre des trucs. Mais sur 17 neveux, j'en ai un. La probabilité que mon enfant soit comme ça, elle est faible, j'y crois pas trop. Et en fait, la vérité, c'est que la plupart des enfants, ils apprennent par eux-mêmes. Ils ont des livres, ils ont des films, ils ont des séries, ils ont des shorts, ils ont des trucs. Et ils sont perdus, en fait. Et c'est normal. Parce qu'en fait, quand tu es un enfant, avant de trouver ton chemin, il faut que tu te perdes. Tu te cherches. Tu te cherches. Et ça fait partie du process. Et si tu réfléchis à tout ça, c'est de dire, t'es pas là pour être leur école, mais tu peux leur apprendre des choses. T'es pas là pour être leur guide, mais tu peux donner ton avis. T'es pas là. Si tu commences à t'enlever toutes ces responsabilités, quelle est la seule responsabilité sacrée que tu as? L'aimer. L'amour inconditionnel. Et si tu réfléchis, c'est le seul amour inconditionnel, acceptable, légitime et sincère. Pourquoi? L'enfant, il n'a pas choisi d'être là. À partir du moment où tu l'amènes et tu perpétues la vie, tu as face à toi quelqu'un qui n'a jamais fait le choix d'être là. Donc, il réussit pas. Il est bon, il est mauvais, il est gentil, il est méchant, il est meurtrier, pas meurtrier. En fait, le vrai challenge du parent, c'est l'amour inconditionnel. Ouais. À l'inverse, ton enfant ne te doit absolument pas d'amour. Oui, il t'aimera pas de la même manière. Il doit t'aimer de façon conditionnelle. Moi, je pense qu'il est très bien de rappeler aux gens qui ont eu des parents abusifs, qui ont eu des parents Ils n'ont pas le choix ils ont le choix. Qu'ils ont le choix de ne pas les aimer et que c'est légitime, en fait. Et en fait, le fait que, pareil, l'amour dans un couple est conditionnel. Par exemple, la dernière fois, il y a un mec qui me dit « Ouais, mais ta meuf, si t'étais pauvre, elle serait plus avec toi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une bonne façon de voir ça et une mauvaise façon. Est-ce que si je suis pauvre 3 mois, elle me quitte? Non. Mais si par contre, la perspective de ma vie n'est que la misère, pourquoi elle devrait s'imposer ça? Exactement. Et puis quoi encore? Et puis, dans tous les cas, si je suis pauvre, ça veut dire quoi? Je suis quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui ne se lève pas, qui ne travaille pas, qui n'a pas envie. Donc évidemment que les gens peuvent rester pour un échec, mais les gens ne peuvent pas rester pour un perdant. Et c'est normal, parce que l'amour dans un couple est conditionnel. De la même façon, tu aimes ta femme pour plein de raisons conditionnelles, elle t'aime pour une façon conditionnelle, et le fait d'être conscient de ces conditions et du contrat... le deal est plus simple. Le deal est plus simple, plus profond. Et les gens trouvent que le contrat, c'est horrible, alors qu'en fait, le contrat, c'est extrêmement puissant. C'est une vraie symbiose. Mais les enfants, il n'y a pas de contrat avec eux. Je veux dire, je ne le souhaite pas, mais si j'avais un enfant criminel, je l'aimerais. Et j'espère être assez fort pour l'aimer, quelles que soient les circonstances. Parce que c'est dur. Vraiment de manière Je inconditionnelle. veux dire, il y a beaucoup de parents, ils lâchent l'affaire. Est-ce que vraiment c'était une connerie de faire des enfants? Et ça, et c'est des trucs dont on parle pas. Moi, j'avais été très marqué qu'à un moment donné, dans une relation précédente, on avait envisagé d'adopter. Et donc, j'ai fait une formation d'adoption en Angleterre. Où tu dois aller rencontrer, machin. Et c'est un des plus beaux trucs que j'ai fait de ma vie. Et dans cette formation, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que énormément de parents qui adoptent des enfants les rendent. C'est un tabou dont on parle jamais. Waouh. Ouais. Ok. Et en fait, je comprends. C'est dur. Aimer inconditionnellement un bébé qui n'est pas le tien? Ouais. C'est pour ça que la biologie, ça marche. Et je pense que moi, dans ma vie, j'adore les enfants.
j'ai envie de... Moi, les enfants de mes amis, j'essaie de réfléchir comme si c'était les miens. Et je me dis de quoi il aura besoin, qu'est-ce que je peux faire pour lui, etc. Parce que je trouve que cette potentialité de multivers infini, elle est trop bien. Donc si tu peux mettre de l'amour, pas seulement l'amour des parents, mais vraiment l'amour de tout le monde, dans les enfants de tout le monde, c'est incroyable. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée d'ouvrir des écoles, d'ouvrir des centres, de développer le potentiel. Si j'étais très riche, un des projets que je rêverais de faire, c'est un summer camp for gifted children. Vraiment intellectuellement gifted. Parce que moi, enfant, j'aurais adoré aller dans ce genre de camp. Tu vois, d'être sélectionné par un jeu. J'ai même un plan, c'est de faire des jeux vidéo avec des tests secrets dedans. Les enfants ne se rendent pas compte qu'ils les passent. Et tu trouves à travers le monde entier les enfants les plus brillants et tu les amènes et tu les prends que l'été. C'est summer camp. 2 mois, ils viennent, ils s'amusent, ils font des trucs, ils jouent. Et ils font ça genre de leur, 8 ans à 18 ans. Et tu builds... une armée de... le génie de demain, quoi. D'ailleurs, en parlant de Gifted Children, tu as déjà passé des tests de trucs, de machin, de QI. Je te raconte l'anecdote. Ma belle-sœur a fait passer des tests à tous les enfants, machin, parce qu'il y avait, à un moment donné, des difficultés à l'école, etc. Essayer de mieux comprendre les enfants. Et donc, les enfants sont tous sortis HPI, surdoués, avec de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Et si tu veux, moi, je suis entre, ok, c'est bien, je comprends mieux un peu mon enfant et sa carte du monde, et puis je suis là en mode un peu... arrêtez un peu le bullshit, arrêtez de nous les gonfler. Moi, je suis contre les labels et je trouve que c'est un des pires labels. C'est un peu ça aussi que je me... Parce que derrière, tu l'utilises comme une excuse pour tel ou tel comportement. Et c'est ce qui me dérange. Exactement. Moi, j'en sais rien. Si je suis hypersensible ou si je suis surdoué ou si j'ai un QI élevé. Disons que la connaissance de soi est plus importante que la connaissance des autres ont de toi. La connaissance des autres ont de toi est très limitée parce que c'est un label et que les labels, c'est extrêmement toxique. Notamment, un de mes réflexes d'éducation qui est très, 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 très difficile. Mais un truc, je sais pas, c'est ma mère qui m'a donné l'instinct de ça. Parce que ma mère, elle a des fulgurances en éducation. Et elle a une espèce d'instinct naturel. Et notamment, ma mère ne supportait pas, quand j'étais enfant, ou avec nos enfants, nos petits-enfants, etc., que qui que ce soit les labellise. Ouais. Par exemple... Toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Le truc le plus classique, c'est tuer un enfant qui rencontre un inconnu, t'es intimidé, tu te caches, t'as pas envie d'aller faire un bisou, etc. Oui, laisse-le, il est timide. Ouais. Ça fait péter un câble. Je me souviens toute ma vie. Mon neveu, je vais avec mon neveu, ma mère, il se cache comme ça, et le mec dit « Ah, t'es timide, toi, hein ?» Et ma mère, elle regarde le mec et fait « Non, il parle pas des inconnus. Moi, je trouve que c'est plutôt une marque d'intelligence. Tant qu'il te connaît pas, il a plutôt raison d'être méfiant, parce que vu dans le monde dans lequel on vit, c'est dangereux. Ouais. Et tu vois, mon neveu, jusqu'à aujourd'hui, il me parle de cette scène. Il se souvient qu'à quelqu'un a essayé de lui coller une étiquette et qu'à côté, il y a quelqu'un qui a enlevé l'étiquette et qui a dit non, tu seras ce que tu veux. Si tu veux être timide, tu décideras plus tard. Et ça, ce truc de l'identité, de ne pas laisser... Et à l'inverse, ma mère, c'est une psychopathe de l'identité positive. C'est un sketch. Donc, tu vois, par exemple, tu vas faire un dessin, t'es Picasso. Ouais. La vérité, t'es Picasso. Mais il y a plein de cas de figure comme ça sur l'optimisme et sur le positivisme et des résultats que ça engrange sur le cerveau. Alors je sais pas s'il y a un impact direct. Est-ce que c'est parce que tout simplement on a un peu plus confiance en soi quand les parents nous ont poussés, qu'on a osé. La confiance en soi, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir. C'est dur, hein. Et ça vient que de l'amour. C'est beau, c'est intéressant. Et du coup, tu t'imagines bosser moins? Non. Tu t'imagines être papa gâteau? Tu t'imagines être papa dispo? Quoi, papa gâteau? Papa gâteau, c'est... Moi, la façon dont j'imagine, et je sais pas, encore une fois, c'est une projection, j'en ai rien à foutre. Si c'est pas le cas, ce sera pas le cas. Mais la façon dont j'imagine le truc, c'est comme ce qu'on a fait avec moi quand j'étais petit, c'est qu'on m'emmène au travail. Ok. Tout simplement. Tu l'amèneras partir avec toi. Il y a des aventures avec ton enfant. Et il vivra ce qu'il vivra. Ouais. Okay. J'aime bien, c'est Jeff Bezos qui avait, dans le bureau d'Amazon, fait un bureau pour ses enfants. Avec leur nom, leur petit bureau. Ils venaient quand ils voulaient. Et ils ont grandi dans Amazon. C'est intéressant. Ouais. Tu vois, la fille de Jeff Bezos, elle dit « Ouais, moi, quand j'ai appris à coder, c'est les ingénieurs d'Amazon qui m'ont appris à coder. Ouais. C'est sacré, les anecdotes. » Et moi, pareil. Moi, à 12 ans, je suis arrivé au Brésil, dans la boîte de mon frère, qui a une boîte de télécom. Et littéralement, tous les jours, il allait au bureau. Et j'avais 12 ans. Et tous les jours, il m'amenait au bureau avec lui.
Il m'avait fait un bureau et il me dit il y a 80 salariés dans la boîte, démarre-toi. Et je me souviens, j'allais voir l'ingénieur télécom et je parlais avec lui et j'avais des conversations sur. Moi, j'ai appris ce qu'était un backbone, un VPN, TCP/IP dans une boîte de télécom parce que mon frère avait une boîte de télécom. Il voulu t'amener avec lui, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Justement, tu parles de label et d'identité. C'est comme ça que tu as commencé ta conférence ici au Mastermind en disant, et c'est ce que j'ai vraiment retenu, à quel point ton identité est un frein aujourd'hui au développement de ta boîte, à quel point ton identité t'a mis dans une case qui t'empêche finalement de grossir, de saisir les opportunités. Et Garde ton identité la plus petite possible. ouais, pour justement... alors nous, on a des exemples très marquants dans le mastermind. Typiquement, si demain, tu es pro sur une technologie, tu t'autorises pas à prendre la meilleure technologie du marché, alors que c'est peut-être la meilleure opportunité que tu peux faire. Parce que tu es un mec qui est SEO, du coup, tu fais pas de paid ads, mais ton marché, c'est 80% de paid ads, tu es en train de passer à côté de ton opportunité. Et il y a vraiment des choses qui sont assez évidentes. Et pour ceux qui sont encore avec nous connectés, réfléchissez à ça, à quel point l'identité, le label que vous avez défini vous empêche de saisir votre marché ou votre opportunité. C'était vraiment, vraiment fort. Les identités rassurent les gens parce que ça leur donne l'illusion qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais comprendre ce qui se passe, c'est d'une arrogance. Je trouve ça incroyable, les gens qui imaginent qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc toi, tu acceptes qu'on vit dans un monde qui bouge en permanence, que tu maîtrises pas tout et tu arrives à vivre avec cette flexibilité. Non seulement j'arrive à vivre avec, mais qu'est-ce que si tu es honnête intellectuellement, Mais non, bien qu'est-ce sûr. que tu veux Tu comprends rien. Tu comprends rien. Mais c'est vrai que cette sensation de contrôle, elle rassure. Ouais, mais je pense qu'elle est très toxique. Elle nous empêche de... Comme toutes les illusions. Du coup, moi, j'ai répondu ça au symbole lors du mastermind en lui disant que moi, à chaque étape de ma vie, ça m'a rassuré, ça m'a permis d'avancer, ce label. Ce label m'a défini, m'a donné une espèce d'énergie, une espèce de direction, de sens, et m'a permis d'avancer. Et c'est comme ça que moi, j'ai fait des grands steps. Du jeu des entrepreneurs, il faut bosser dur, du coup, je bosse dur, machin, et je suis, ça y est, je suis enfin un entrepreneur. Ok, ensuite, je suis un e-commerçant. Ah, ça marche. Et il m'a dit, bah oui, et si tu t'étais permis de ces labels-là, et à quelle vitesse tu aurais avancé, qu'est-ce que tu aurais pu créer? Et il m'a dit, aujourd'hui, ton niveau de pauvreté, pas ton niveau de richesse, ton niveau de pauvreté est défini par rapport au label que tu t'es mis toute ta vie. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, et en même temps, tu vois, si demain je devais commencer à processer, et si demain je devais commencer à vivre ça, déjà, il faut déjà processer mon. Et c'est ça tout le problème, en fait, c'est ça tout l'enjeu. C'est qu'il faut complètement déstructurer la façon avec laquelle tu penses, avec laquelle tu vis au quotidien. Tu as déjà dû faire ça? Ou toi, c'est naturellement que c'est cette liberté? Ou est-ce que tu as vu d'autres gens autour de toi qui... Je sais pas d'où ça vient, mais mon désir de liberté, ma flamme de liberté, elle est très très profonde, très vieille et très ancrée. Et mystère. Mystère. Ouais. Vraiment enfant. Et j'ai eu. En plus, moi, j'ai un milieu où il y a énormément d'ennemis de la liberté, religieux, machin. Et c'est fou, hein, parce qu'ils n'ont jamais eu aucune emprise sur moi à un niveau. Là où la majorité des gens sont matrixés par leur environnement. Ouais, tu Ouais, sais, ça a été moins le cas. dans l'islam chiite, il y a les descendants du prophète. Je sais pas si tu sais ça. Il y a des gens sont les descendants du prophète. Ils ont un statut très spécial. Soi-disant, c'est des sages. Je crois que l'un des pires moments de la vie de ma mère, parce qu'elle, a, contrairement à moi, elle comprenait les enjeux quasi sécuritaires qu'il y avait là-dedans. C'était au sud Liban, t'as un descendant du prophète qui vient à la maison, qui est une figure religieuse locale, un moufti. Et le mec... Je crois pas en Dieu, oui. Non, mais bien pire que ça, parce que moi, c'est même pas un sujet, ça, tu vois. Le mec, il s'assoit, il commence à parler à ma mère, il dit un truc, puis je sais pas, il dit une connerie. Je lui dis, non, mais vous savez, là, factuellement, c'est faux, en fait. Et il me dit, pourquoi et tout, et je commence à discuter avec lui et tout. Et j'ai senti dans la pièce, mais une crispation, tu vois, genre, en mode, mais le mec, il va le vexer, quoi. Alors, j'ai eu de la chance, c'était un mec très gentil, pas du tout truc, mais il a essayé de me séduire. C'est-à-dire qu'il a essayé de me dire, mais non, mais tu sais, c'est parce qu'en fait, t'es un ignorant, tu n'as pas compris les mots du prophète et tout. Et moi, plus il me disait ça, et plus je renvoyais, en fait, à la gueule le fait qu'il était esclave, en fait, d'un message. Et au bout d'un moment, il a arrêté de parler, il a dit à ma mère, tu sais, ton fils, il va pas bien, en fait. Il est malade, c'est le chétan, en fait. Et parce qu'il a associé la liberté au diable, en fait. C'est l'idée, les gens réellement, profondément libres, qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ils sont pas normaux. Être normal, c'est respecter les règles. Mais la liberté, ça fait peur. Ah bah ça, j'ai bien compris, hein. La liberté, ça fait peur.
quand on vit parfois des soupçons de liberté, je pense qu'on se fait peur. Et la majorité des gens, quand tu leur donnes vraiment le choix, pas un sentiment de choix A ou B, quand vraiment tu leur dis qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu peux faire ce que tu veux. J'ai quoi, ce lunaire avec ma mère, où après 25 ans de boîte, ça se termine. Et elle n'a pas envie de prendre sa retraite, c'est pas l'heure encore 10 ans à faire. Et que je lui dis, mais maman, tu fais ce que tu veux. Financièrement, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux. Je lui dis, si tu as envie de peindre toute nue des bananes dans le jardin, vas-y. Et elle m'a dit, mais je sais faire que ça, non. Ma mère était assistante secrétaire dentaire toute sa vie. Elle a été le rayon de soleil pour plein de gens, etc. Je sais faire que ça. Et elle était déprimée, de ne pas bosser, donc de ne plus avoir ce truc du tripaloum, tu vois, vraiment. Et derrière, le sens social et un peu sa raison d'elle est perdue. Et je me suis vraiment... Enfin, j'ai pris une vraie claque sur l'identité individuelle, sur le label, sur ce qu'on fait et pourquoi on fait les choses. Quand j'ai vu une femme de 50 piges qui s'est jamais posé la question de toute sa vie de ce qu'elle devait faire ou pourquoi ce qu'elle le faisait, tu vois. Et c'était un peu la génération comme ça, ouais. Mes grands-parents, déjà, mes parents qui ne se posaient pas la question. Il fallait un toit au-dessus de la tête, il fallait bosser, il fallait l'histoire, quoi. Ouais. Nous, on est privilégiés quand même. Et en même temps, c'est pour ça qu'on est aussi toute une génération là, de déprimés, de gens perdus, de gens... T'as pas vu les stats qui sont incroyables là-dessus? Ouais, je sais pas. Est-ce que les gens ont été moins déprimés? C'est sûr qu'ils avaient moins de temps pour réfléchir. Vaut mieux une majorité de gens déprimés et libres ou une minorité de gens déprimés mais tous esclaves? Complètement. Moi, je préfère une majorité déprimée et libre. Complètement, et chacun doit faire son expérience de ça et trouver sa voie. Je suis complètement d'accord avec toi. Oussama, quand j'ai préparé ce podcast, je m'étais dit, mais quelle est la question qu'on n'a jamais posée à Oussama? Ça fait des années qu'on devait faire ce podcast. À l'époque, on aurait eu quelque chose. Bon, là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, je me suis dit que j'allais te poser la question de quoi tu as envie de parler, tu vois. On ne te pose jamais la question de quoi tu as envie de parler. Et du coup, de quoi tu as envie de parler? De quoi tu parles de plein de choses. Aujourd'hui, sur Sans Permission, vous faites un peu tous les sujets polémiques, tu es eux qui font un peu. Mais de quoi tu as envie de parler? Je sais pas, parce que si j'avais envie d'en parler, j'en parlerais. Donc, non, je sais pas trop de... Je me pose pas vraiment ce genre de questions. Il y a pas de sujet. Non. Non, après, c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin. Par exemple, j'ai une idée de contenu que j'ai toujours pas réussi à faire, mais ça fait longtemps que j'y pense. En fait, j'aimerais bien faire un contenu où j'apprends des trucs. Mais grave. Pas où j'enseigne des trucs. Mais grave. Tu vois, par exemple, il y a un prof de physique quantique qui vient. Mais grave. Et tu vois, on fait une classe. T'as connu sur TF1 le truc qui était où les gens allaient vivre le métier de l'eau? Ah oui, vivre ma vie. Ça, c'est incroyable, ça. Je rêverais de faire vivre ma vie. Mais il faut. Aujourd'hui, il y a les moyens, il y a tout. Ouais. Il y aura... il faut c'est de la logistique, c'est du temps. Bien sûr. Mais ouais. Mais ça, moi, typiquement, je m'étais dit, le jour où je serai riche, chose qu'il ne faut pas se dire, parce que quand tu pars de ce principe-là, tu ne le feras jamais. Si tu avais déjà envie de le faire, tu l'aurais déjà fait. J'allais débloquer du temps, et c'est un des premiers projets de médias que je développerai, par curiosité personnelle. D'aller voir plein de mondes différents, et d'aller nourrir ma curiosité sur des métiers auxquels tu as toujours peut-être rêvé, ou eu envie, ou c'est intriguant, ou c'est différent. Et ouais, grave. Ouais. Vis ma vie avec Wiss. C'est Tristan là de Practice Makes You Perfect. Lui, il fait sa version sport. C'est incroyable. Version sport, mais même plus large que ça. Je pense vraiment lui aussi qui va explorer sa curiosité. Il avait fait les trucs de respiration tropique, il avait fait plein de choses. C'est bon. Il y a toujours une performance physique. Il y a toujours un truc. Il n'a pas été il n'a pas été 2 semaines dans l'Iowa faire un cours de physique quantique. Ouais, c'est clair. Ou élever des chèvres dans le Larzac, c'est clair. Mais il y aurait, il y a un vrai truc. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est marrant parce que j'aimerais bien ne pas parler, j'aimerais écouter. Moi, j'aime bien écouter. Plus que parler, je parle parce que. Tu parles parce qu'on te parle pour payer? Ouais, pour parler, on paye pour payer. Ouais. Mais ouais, j'aime bien écouter. Donc en fait, il n'y a pas un sujet dont j'aimerais parler, il y a plein de sujets que j'aimerais découvrir, que j'ai jamais eu l'occasion. Mais il faudrait peut-être que je la fasse cette émission quand même. Ça fait longtemps. Peut-être, en plus, ça pourrait être marrant, tu vois, t'as des invités qui viennent assister au cours. Eh oui, avec toi. Mais le problème, c'est pour le faire bien, ouais, il faut un cours qui dure des heures et des heures, un montage dynamique,
Ah, c'est un vrai investissement. C'est un vrai investissement, c'est un vrai projet. Il ne faut pas que ça soit à la moitié. Et encore mieux si tu arrives à le faire sur quelques jours. Ouais, Voilà, c'est un royal au bar. ouais. Imagine avec les pompiers. Ouais, bah là, je me Ça va marcher les pompiers. les pauvres. Si, genre, oh putain, il y avait le feu, on n'a pas eu le temps d'y aller. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, chef. Non, mais ouais. Ouais, ça, Ah, c'est un vrai truc. un truc, tu viens de te Et puis surtout, effectivement, alors on est vraiment dans le cliché du cliché, mais quand tu commences à comprendre que tu n'as rien compris et qu'il y a tout à apprendre, Ah, mais ça, c'est le début de la vie. C'est fou, ça. Mais c'est une réalité qui me foudroie tous les jours et dans tous les domaines de la vie. On parle souvent, les gens pensent beaucoup, par exemple, quand je parle de ça, ils pensent au business, ils se disent, ok, je vais rencontrer des... Mais non, sur le fonctionnement de notre monde, de la physique, de la biologie, de la chimie, de la santé, de tellement de trucs auxquels on comprend rien. Ouais, bien sûr. Et quand tu vois Elon Musk qui fait se garer sa fusée après l'avoir ramené, j'étais mort de rire. Le premier commentaire que je vois juste en dessous, c'est « Et ma femme qui n'arrive pas à rentrer la voiture en marche arrière », tu vois. C'est magnifique. Et c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Les amis, c'était Oussama Hamar sur le podcast. Merci beaucoup d'être venus. À la base, on devait picoler, on devait bouffer, on devait kiffer. Bon, on aura eu une conversation. Merci à toi d'être venu jusqu'au Caraïbes. On se revoit dans de prochains épisodes de la prochaine aventure. Je te souhaite bien évidemment le meilleur dans la santé, dans les affaires, dans les médias. Et puis, à bientôt dans de prochains épisodes, des amis. Ciao.